Salut à tous et bienvenue pour le 200e numéro d'Hors-jeu Capital, le podcast qui traite de l'information du PSG, mais aussi ses matchs. Mais aujourd'hui, on va pas débriefer de matchs parce qu'on est en trêve internationale. Et donc, on a décidé de faire un numéro spécial avec, alors peut-être vous vous dites, mais qui sont ces deux personnes? Nous ne les connaissons pas, mais je suis sûr que vous les connaissez quand même. Ce sont nos camarades de Paris Central, le podcast et la chaîne YouTube Paris Central. Et je vais les présenter tout de suite. Tout d'abord, Tonton Central, c'est ton pseudo. C'est Ouais, toi qui anime le podcast sur la chaîne YouTube Paris Central. Merci d'être avec nous. Et merci pour vas-y, l'invitation. présente-toi pour peut-être ceux qui ne te connaissent pas. Dis-nous tout, tonton. Merci déjà pour l'invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, c'est Tonton. D'habitude, j'anime les émissions sur Paris Central. Ça fait un an et 2 jours maintenant. Un an et 2 jours. D'accord. Et voilà, aujourd'hui, on intervient sur le podcast de Paris United. Et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est vous qui êtes à l'initiative, qui nous avez proposé de faire ce qu'on appelle dans les séries un crossover. C'est ça. Pour ceux qui sont amateurs de séries, certains vont peut-être dire que j'exagère, mais c'est le terme, c'est comme ça. Et c'est une très bonne idée, je trouve, et c'est sympa aussi voilà que on a la même passion, on supporte le même club, on fait à peu près les mêmes choses, on débriefe les matchs, on fait des podcasts, on fait des vidéos, et c'est bien de se mélanger un peu. Et moi, l'idée m'a séduit tout de suite, et donc j'ai avec plaisir que j'ai accepté. Et on a profité justement de cette trêve internationale pour faire ce podcast en commun, et on va faire un bilan général du début de saison du Paris Saint-Germain. En tout cas, merci à toi, tonton. Le deuxième, c'est Simbad aussi, un habitué de votre du podcast Paris Central, mais pas que, parce que je le vois quasiment sur tous les spaces du PSG. Salut Simbad, comment ça va? Salut Mousse, salut Yacine, salut Tonton. Merci de l'invitation aussi. Ça fait très plaisir d'être là. Un podcast qu'on a longtemps suivi, d'y participer, ça fait quand même quelque chose. Donc très content d'être là, pas mal de choses à dire. Et puis voilà, très content, pas mal de choses comme tu l'as dit, un début de saison qui a commencé début août. Donc rétrospective de 2 mois et il y aura pas mal de matière à débriefer. Oui, et puis c'est sympa parce que ça apporte un peu de jeunesse, parce que nous, on a un podcast de vieux croutons. on, pourrait, on pourrait être ton père, voir ton grand-père, donc ça fait plaisir aussi d'avoir des jeunes passionnés comme toi, Simbad, donc ça serait intéressant, parce que en off, comme je lui disais, tu étais très jeune à l'arrivée de QSI, tu vas avoir 9-10 ans, il me semble, quelque chose comme ça, peut-être même moins. Donc c'est intéressant aussi. Bienvenue à toi et puis on va aborder plein de sujets et c'est un plaisir d'écouter ton avis et tes arguments. Et enfin, l'inénarrable, l'indispensable Yacine Amned, coach Yacine, ça va Yass? Salut à tous, ouais, ça va bien, merci. Voilà, lui il est de tous les podcasts, pas de souci, toujours présent, jamais blessé, jamais à l'infirmerie comme certains, donc pas de problème. Alors avant de commencer, je voulais juste revenir sur un point, parce qu'on a fait un podcast hier, et on a parlé des féminines, et certains, et donc on a parlé de l'affaire Amraoui Diallo, mais on n'a pas parlé, on n'a pas jugé les faits, on n'a pas jugé les personnes. Nous, ce qui nous intéressait dans le sujet qu'on avait traité, c'était surtout comment l'équipe féminine, la section féminine, va pouvoir se relever après ça. Et certains avançaient des arguments qu'il fallait se séparer des protagonistes, non pas et concernant Kaira Marie, non pas parce qu'elle est coupable, évidemment qu'elle est victime et elle a tout notre soutien et j'espère sincèrement qu'elle retrouvera les terrains très bientôt et qu'elle retrouvera le plaisir à jouer. Mais ce qu'on expliquait surtout, c'est que de toute façon, connaissant ce club et surtout Yacine qui connaît très bien ce milieu, nous expliquait que ça sera difficile de repartir avec tous les protagonistes. C'est de ça dont il s'agissait. Ce n'était pas du tout de pointer du doigt Kaira Amraoui en disant qu'il faut qu'elle parte. Pas du tout. Si elle reste, moi je serais très content et elle l'aura mérité. Mais on connaît ce milieu et vu déjà qu'elle avait été écartée pendant jusqu'à la fin du mercato, elle a été réintégrée. On a appris aussi que son numéro de maillot avait été attribué. On imagine que pendant le mercato d'hiver, le club, pour les raisons qu'il les regarde, va chercher à s'en séparer. Et pourquoi? Parce que Marie-Antoinette Katoto, qui est aussi une des protagonistes, non pas qu'elle est mêlée à l'agression, attention, je vais poser mes mots parce qu'après les gens vont mal comprendre, mais comme son nom a été cité, comme on nous a expliqué qu'il y avait un vrai antagonisme entre les deux joueuses, mais Marie-Antoinette Katoto elle est considérée un peu comme la Mbappé du football féminin et que le PSG a tout fait pour la prolonger. Donc si quelqu'un va partir, et là vraiment, je pense que le PSG a ça dans la tête,
ils essaieront de faire partir Keira Amraoui parce qu'Aminata Diallo n'a pas été prolongée et qu'il me semble même qu'elle a pris sa retraite footballistique et même si elle l'avait pas prise avec tout ce qui sort en ce moment, il y a peu de chances de la revoir sur un terrain. Donc voilà, je voulais juste clôturer cette parenthèse et apporter cette précision parce que les gens ont vraiment pensé qu'on avait pris le parti des autres joueuses contre Keira Amraoui, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc voilà, j'espère que tout ça a bien été entendu. Maintenant, on va vraiment parler football, on va mettre ça de côté, on va parler terrain et comme je le disais au début du podcast, on va essayer de faire un petit bilan sur les 11 matchs qui ont lieu depuis le début de saison. Le Trophée des Champions, 2 matchs de Ligue des Champions et 8 matchs de Ligue 1, pardon. Donc on va faire un bilan sur le nombre de buts marqués, la défense, l'attaque, le milieu de terrain, enfin tout. On va essayer d'éluder aucun sujet. Tout d'abord, je vais vous donner une petite stat. Hein. Le PSG, depuis le début de saison, c'est 35 buts marqués et 6 buts encaissés. Donc c'est un très très bon début de saison malgré tout, mais il y a quand même toujours des choses à dire. Et surtout, on va revenir aussi sur d'abord le mercato, parce que c'est ça qui va nous intéresser en premier lieu. La première question, messieurs, et je vais te donner la parole, Simba, parce que tu es le plus jeune d'entre nous, donc ça va être intéressant aussi d'avoir ton avis. Il y a eu beaucoup de départs cet été. Des joueurs la plupart des joueurs qui sont partis ne jouaient pas ou n'arrivaient pas à apporter satisfaction, comme Vinaldoom, pardon, j'ai du mal à le prononcer. Et en termes d'arrivée, on a eu Vitinha, Soler, Ruiz, Sanchez. Aidez-moi les amis, parce que moi j'ai une mémoire un peu défaillante. Kitike que Simbad adore aussi. Qui ça? Ah oui, Hugo Kitike, mais ouais, on le voit tellement peu que finalement je l'avais zappé. Première question, messieurs, et globalement, vous me répondrez chacun à votre tour. Je te donne la parole, Simbad. Est-ce que toi, que ce soit en termes de départ et d'arrivée, tu es satisfait de ce mercato et des profils des joueurs qui ont été pris? Alors déjà, je trouve que le mercato, il est assez mitigé. Mitigé parce que je pense qu'il faut le séparer entre les départs et les arrivées. On sait qu'il y a eu 2 hommes forts au sein du mercato, un qui s'occupait principalement des arrivées et l'autre principalement des départs. Et quand tu juges finalement le travail de l'un et de l'autre, tu as l'impression qu'il y en a un qui a un peu mieux réussi son travail que l'autre. Notamment, je fais référence à Antero qui, d'un point de vue des départs, a fait un travail assez conséquent. Alors oui, il y a beaucoup de prêts et on pouvait s'attendre à ce que beaucoup de joueurs partent sous la forme de prêts. Quand tu regardes le salaire qu'ont certains joueurs et quand tu regardes aussi, parce que quand tu mets un loft, tu annonces au monde entier que tes joueurs sont plus ou moins à vendre. Donc forcément, les clubs en face le savent et dans les négociations, ça joue. Mais là où je trouve que c'est intéressant de la part d'Antero, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à libérer de la place, libérer aussi une portion de la masse salariale dans les comptes du club avec certains départs qui n'étaient absolument inenvisageables. Par exemple, je pense à un Levin Kurzawa qui n'a pas joué une seule minute l'année dernière en championnat. Quand je pense à des joueurs comme Mauro Icardi qui, on sait, d'un point de vue extra-sportif ainsi que sportif, n'était plus du tout considéré comme un joueur de haut niveau au sein du Paris Saint-Germain, ou un Ender Herrera qui, avec son salaire et sa vie parisienne, n'aspirait en rien à un départ jusqu'au mercato. Donc tout ça pour dire que d'un point de vue des départs, je pense qu'on peut être assez satisfait. Tu as certaines ventes qui peuvent être intéressantes, celle de Areola qui est notamment la bienvenue, donc tu t'en débarrasses enfin officiellement. Il y a aussi le départ de Kerrer. Alors celui-là, il est un peu plus sujet aux critiques, notamment celui de Diallo, où tu te dis que tu libères un défenseur, mais finalement personne ne vient. Et ça me permet d'embrayer sur le mercato des arrivées. Alors sur les arrivées, tu fais un mercato, j'ai limite dire d'ajustement, parce que tu regardes les joueurs que tu ne prends aucun titulaire en force. Finalement, le titulaire qui vient, c'est Vitinha, et sans lui tomber dessus, c'est un peu un titulaire par défaut, c'est-à-dire qu'il n'a pas vocation normalement, avec des grosses guillemets, à venir en tant que énorme titulaire de cette équipe-là. En tout cas, moi, je ne le pensais pas comme ça au début du mercato. Je pense qu'on s'attendait plus ou moins à voir un gros nom arriver. En tout cas, moi, je m'y attendais. Et donc, il arrive un peu en titulaire par défaut. La moyenne d'âge de tes recrues, elle est significative. Tu essaies de rajeunir l'effectif. Et d'un point de vue des salaires que tu donnes, tu n'as aucun salaire qui est supérieur à 5,5 millions. Donc, tu as plusieurs quand même signaux d'information qui sont intéressants. Et malgré tout, le gros point noir des arrivées, c'est la quantité, malheureusement. C'est la quantité. Tu dégraisses beaucoup pour peu de nombre derrière. Alors l'année dernière, on se plaignait d'avoir un groupe qui était assez pléthorique, mais qualitativement n'était pas forcément bon. Là, tu as un effectif qui est réduit, qui est qualitatif, mais qui n'est pas dense. Quand tu sais que tu as cette année Coupe du Monde, qui est peut-être l'année la plus longue de l'histoire par rapport au football et tous les matchs qui vont être joués, on le regarde depuis le début de saison,
Mbappé avec des soucis physiques, Renato en a eu, Sarabia en a eu, Kimpembe en a eu, Danilo, là, vient d'avoir un souci physique avec le Portugal, Verratti est actuellement blessé, etc., etc. Sans compter les Ramos, dont on sait qu'il n'est pas forcément le plus fiable possible, et autres Neymar. Donc, ah oui, et aussi le dossier prioritaire de la défense, mais ça, je vais vous laisser le soin d'en Oui, parler. on va y revenir. Juste pour les départs, il y a eu un peu plus de 25 départs, il me semble, parce qu'il y a eu quelques jeunes aussi qui Exactement, sont oui. partis. Donc, il y a eu quand même pas mal de départs. Merci Simba. De toute façon, on va continuer à discuter si vous voulez juste un premier avis. Comme je le disais, tonton, il y a eu 25, un peu plus de 25 départs. En nombre d'arrivées, Sinbad l'a dit, pardon. Il y a eu beaucoup moins d'arrivées que de départs. Donc, ça, c'est normal. On va pas non faire venir à 25 joueurs. Sinon, l'entraîneur, il va pas s'en remettre. C'est vrai que Galtier avait expliqué quand il est arrivé au Paris Saint-Germain que lui, il avait besoin de travailler avec un groupe restreint, d'où la mise en place du fameux loft. Et c'est vrai que quand tu mets un loft, comme l'a dit Simba, tu envoies aussi un message à toute l'Europe en disant ces joueurs, on n'en veut plus. C'est très difficile maintenant de s'en séparer. C'est pour ça que beaucoup sont partis à la fin du mercato. Globalement, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce mercato? Justement, comme le dit Sibat, c'est intéressant de souligner les deux facettes de ce mercato. Déjà, je dirais au niveau des départs, l'avantage que tu as, c'est que tu as beaucoup de joueurs qui, comme l'avait dit précédemment mon collègue, ont pas mal pas la tête au foot en fait. Donc au final, le fait que tu te sépares de ces joueurs, bah, dans le groupe, ça va faire un bien fou. Par contre, problématique, c'est ce qu'évoquait Campos quand il est allé un peu se plaindre, on va dire, chez RMC. Il s'attendait à avoir des indemnités de vente. Et je pense que ça a pas mal ralenti son mercato. Parce qu'il le disait lui-même, c'est pas normal de signer Fabien Ruiz, c'est pas normal de signer Solaire le 31. Euh, on ne saura jamais par rapport à Neymar, parce qu'on va te dire d'un côté que oui, Neymar devait être vendu, on t'envoie des signaux un peu bizarres. Donc, je sais pas. D'un côté, c'est un très bon mercato, il faut le reconnaître, parce que si tu compares à d'autres mercatos, je vais dire au hasard celui de 2016, qui fait un peu grincer des dents, bah, t'as pas recruté de titulaires en puissance. Par contre, tu as recruté des remplaçants, des mecs qui savent qu'ils vont être remplaçants, qui acceptent ce statut et qui n'auront pas des salaires démesurés par rapport à leur statut. Et je trouve que déjà, tu réinstaures un équilibre qui est assez cool. Après, ouais, il y a des manques parce que bah, quand tout l'été, tu t'es dit que tu voulais jouer dans une défense à 3, que tu voulais recruter un défenseur central et que tu l'as pas fait, ça pose problème, je suis d'accord, mais pour le reste, tu as quand même fait des pistes intéressantes. Un Mukiele qui arrive entre 10 et 15 millions, un C'est ce Renato que j'allais dire. Sanchez. Alors oui, tout à l'heure, on a oublié Nordi Mukiele et d'ailleurs qui a un Moi, je l'ai profil pas oublié. polyvalent, donc qui peut jouer Alors, piston, arrière droit, et qui peut jouer défenseur central. exactement, tu vois, tu as Mukiele qui a cette polyvalence et qui arrive pour pas très cher. Tu as Renato aussi qui arrive pour pas très cher, alors que le même joueur, je suis sûr, Renato Sanchez, on l'achète l'été dernier ou il y a 2 ans, on le paye 40-45 millions facile. Et là, ben, on a eu une gestion assez intelligente de ce mercato. Comme j'aime bien le dire, Rome ne s'est pas faite en un jour et notre défense à 3 non plus. Donc on ne peut pas non plus attendre à ce qu'en un mercato, on ait réglé tous les problèmes du PSG. Mais je rejoins Simbad, je suis quand même agréablement surpris, notamment des Icardi, Herrera, Kurzawa que je ne voyais pas partir. Tu as quand même quelques satisfactions à tirer et tu peux du coup te permettre d'avoir un groupe plus restreint, donc plus concerné, parce que tu auras moins de joueurs oisifs qui n'auront pas de rôle défini. Et tu as un système de jeu qui est établi. Et à un joueur près, tu as quasiment des doublons à chaque poste à un joueur près, vu que tu n'as pas pu recruter ton défenseur central. Donc plutôt satisfait de ce mercato, même s'il n'est pas parfait. Ok, merci. Yacine, le mercato, tu avais souligné, toi, Yacine, dans tes papiers et aussi et aussi dans le podcast, de cibler des joueurs polyvalents essentiellement. C'est exactement ça, Yacine. Il y a quasiment tous les joueurs qu'on a recrutés cet été sont des joueurs qui peuvent évoluer à différents postes. Et pour toi, c'est la marque en fait du duo Campos-Galtier. Et c'est aussi peut-être que Campos avait peut-être anticipé le fait qu'ils auraient peut-être du mal à vendre des joueurs, ou en tout cas les vendre assez rapidement pour pouvoir recruter des joueurs avant le début de la saison et que ces joueurs puissent faire la préparation, comme Vitinha qui est arrivé très tôt. Mais c'est vrai que pour le reste, ça a été plus compliqué, Yass. Ouais, parce que en fait, cette polyvalence, elle te permet. En fait, le vrai objectif de ce mercato, faut jamais oublier que tu récupères 3, 4, 5 ans de mauvaise gestion. Donc en fait, comment juger le mercato? Est-ce que tu as diminué la masse salariale ou pas? Est-ce que vraiment, de façon conséquente, est-ce que tu as réussi à vendre des joueurs? Et l'objectif principal, c'était de réduire l'effectif et tu l'as fait. Et c'est justement dans cette optique-là que tu as pris des joueurs polyvalents parce qu'au lieu d'avoir 2 joueurs à droite, 2 joueurs à gauche, etc., bah, finalement, tu as un joueur qui peut jouer et à droite et dans l'axe
Voilà. Donc, tu as 3 joueurs pour 2 postes au lieu d'en avoir 4. À partir du moment où ton objectif, c'était de réduire le groupe en quantité, bah, tout est logique, en fait. Voilà, c'est ce qu'ont fait Campos et Galtier. C'est juste logique. Après, c'est toujours le problème. Est-ce que, et je rejoins Tonton et Sinbad, c'est que cette polyvalence, en fait, est-ce que les vrais joueurs polyvalents à ce point-là, ce sont des titulaires indiscutables dans leur club pour la plupart, tu vois? En fait, non. Et du coup, tu as l'impression que le PSG a décidé d'avoir un 11 type et des joueurs de rotation, plus que de la concurrence, tu vois, avec comme ça existait avant, parce que malgré tout, même si, en fait, c'est le comportement des joueurs qui a fait que la concurrence, elle est tombée dans l'oubli. Mais en vérité, quand tu as Di Maria, Draxler, Neymar, il y a de la concurrence, c'est des joueurs de talent, c'est des joueurs de haut niveau. Tu vois, aujourd'hui, quand tu as Sarabia ou Solaire en remplaçant de Neymar, Messi ou Mbappé, c'est vraiment en remplaçant. C'est-à-dire qu'à aucun moment, là, tu te dis, Solaire, il a une carte à jouer, il va prendre la place de quelqu'un. Tu vois, donc, je pense que c'est ça l'objectif du PSG, c'était de réduire. Encore une fois, je pense que là, on donne notre avis comme ça, mais je pense que le vrai bilan mercato, il sera à faire en janvier. Parce que vu qu'ils ont raté, entre guillemets, le fameux avant-centre et un défenseur central en plus, si tu le rectifies en janvier, bah, finalement, ton mercato global sur l'année, il sera réussi. Et le deuxième truc, c'est qu'il faut l'analyser dans le contexte des 4 années, alors en plus du Covid, des 4 années où tu as fait n'importe quoi. Et finalement, tu étais obligé de repasser par là. Parce que si c'était mettre un sparadrap comme on l'a fait pendant 5 ans, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu gardes Paredes et tu rajoutes un milieu, tu rajoutes un autre milieu, tu finis comme l'année dernière avec 8 milieux de terrain. Tu ne sais même plus qui faire jouer. Enfin, je veux dire, ça ressemble à rien, quoi. Là, au moins, il y a une cohérence. Voilà. Après, qu'on aime les profils ou pas, ça se discute. Pour chacun a son avis. Mais en tout cas, il y a une cohérence dans ce que tu as voulu faire et ce que tu as annoncé au départ. Mais on a l'impression que quand on avait posé la question à Campos sur la critique qu'on peut faire à Galtier sur le fait que les nouvelles recrues, on les voit pas beaucoup, lui a expliqué que certains étaient arrivés tard et que en termes de préparation, c'était pas l'idéal pour pouvoir les incorporer tout de suite. Mais certains sont arrivés quand même tôt, comme Hugo Ekitike, par exemple. Nordi Mukele aussi. Enfin, non, Nordi Mukele est arrivé peut-être un peu plus tard, mais lui a beaucoup joué hein, quand même, malgré tout. Enfin, il a eu plus de temps de jeu que certains, on va dire. Et il y a eu Renato Sanchez qui, rapidement, malheureusement, a eu un pépin physique. Sur la rotation Simbad et sur l'intégration des nouvelles recrues, comment tu penses que Galtier, est-ce que tu penses que Galtier a bien géré ou est-ce que tu comprends aussi l'argument de Campos qui dit ils arrivent tard, il faut prendre du temps, quitte à que certains joueurs comme Kimpembe par exemple, tu l'as dit, ou Verratti qui ont enchaîné les matchs, ont connu quand même des blessures et seront absents quelques temps. En tout cas pour Verratti, parce qu'on, je sais pas si je crois que c'est 1 mois d'absence pour Verratti, je suis pas sûr. Vous me direz si je me trompe. Ouais, ça, Mais est-ce que malgré tout, tu trouves en Simba fait, que c'est entre 1 semaine et 4 semaines, mais ouais, en fait, c'est ça va large. dépendre de. Ouais, déjà. Mais en fait, ça va dépendre surtout de comment le bleu va se résorber, parce qu'en fait, c'est un hématome. C'est comme une grosse Oui, c'est béquille. ça. Voilà. Et en fait, il faut voir la profondeur de l'hématome et comment il va se résorber. Moi, honnêtement, je ne crois pas aux 4 semaines. Je vais dire la vérité. Je Ça fait pense que ça fait beaucoup, ouais. beaucoup. Voilà. Je pense que 2 semaines. De toute façon, il était suspendu à Nice. Donc, Oui, en plus, face à oui, c'est Nice. vrai. Ouais. Donc, Ouais, voilà. donc, Je pense qu'en Ligue des Champions, il sera de retour. ok. Ouais, donc Simba, je te disais, selon toi, quand même, malgré tout, est-ce que tu penses que la gestion dans l'intégration des nouvelles recrues, elle a été bien faite par le duo Campos-Galtier, ou tu aurais aimé voir des joueurs un peu plus souvent, et notamment Hugo Ekitike? Bah, en vrai, pour ma part, la rotation de Galtier, je la comprends et je la trouve cohérente jusque Monaco. Après Monaco, je trouve qu'il est beaucoup plus sujet aux critiques où parfois tu sens que ces changements ont l'air très programmés en fait. Tu as l'impression que peu importe la physionomie du match, il va faire ces changements de manière très robotique, comme s'il programme et dès qu'on arrive à la 60e, boum, le changement arrive. Pas forcément pour répondre à des besoins du match, mais sinon par rapport à l'intégration des joueurs. Vitinha, comme on l'a dit, il arrive en titulaire par défaut, donc forcément, c'est lui qui aspirait à avoir le plus de temps de jeu, et c'est aussi pour ça qu'il arrive à vite s'acclimater. Et là, le souci, c'est même plus globalement, les joueurs que tu cites sont des joueurs qui ont été en fin de contrat. Et quand tu regardes la manière dont les clubs vendeurs ont géré ces joueurs-là, ils n'ont pas laissé faire la préparation. Par exemple, Renato, si je ne dis pas de bêtises, ne fait pas la préparation. Fabien Ruiz
il est complètement ghosté du côté de Naples, voilà. Et en fait, ils arrivent à Paris dans un nouvel effectif. Ils n'ont pas fait la tournée au Japon, ils n'ont pas fait le début de saison parce que là, pour le coup, vu que la saison a commencé très très tôt en août, on arrive je veux dire en plein milieu, on arrive en plein dedans de la saison. Donc, tu n'as pas forcément le temps de mettre en place certaines choses, tu n'as pas forcément le temps de faire jouer, sachant que les adversaires que tu as affrontés quand ils sont arrivés, ce pas forcément des adversaires où tu pouvais te permettre un large turnover, surtout qu'on critiquait le passage de Pochettino par rapport au fait qu'il mettait, il me semble, c'était pas arrivé, il ne mettait pas 2 fois le même 11 type Oui, tout à d'une fait. journée à l'autre. Là, tu sens qu'il y a une réelle volonté de créer un 11 type, alors parfois des ajustements. Si pas bêtise, vu la stade passée, c'est on a seulement vu 6 types, 11 pardon, différents depuis le début de saison. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui montre que tu as une ligne directrice et que les joueurs qui changent sont des variables d'ajustement. Par contre, là où ça pose un peu problème, c'est que des joueurs comme Renato, tu sens qu'il n'était pas en préparation, il n'avait pas fait de préparation. Et avec le coup qu'avait pris, il me semble, c'est Vitinha, et bah, tu as un Renato qui a dû venir directement dans le grand bain. On a vu les performances qu'il faisait, aussi nuancées par le fait qu'il arrive, que ce n'est pas son poste habituel, etc. Donc, par rapport à l'acclimatation de certains joueurs, je trouve que certains se sont mieux acclimatés que d'autres. Par exemple, Fabien Ruiz, j'ai trouvé assez intéressant dans ce qu'on lui demande, je trouve assez intéressant dans ce qu'il faisait. Pareil pour Vitinha. Mais un joueur, par exemple, comme Mukiele, je le trouve complètement à la rue sur ce début de saison. Là où, par contre, ça pose un peu problème, c'est que Ekitike, en effet, il a très peu de temps de jeu. Mais après tout, c'est normal. On parle d'un jeune d'un 2002 qui n'a fait qu'une seule saison confirmée et qui, dans cette saison, n'a performé finalement que 6 mois avant une grosse blessure au genou qui l'écartait des terrains pendant 3 mois. Il arrive justement au Paris Saint-Germain et je pense que c'est assez clair pour tout le monde qu'il arrive visiblement en tant que doublure avec de grosses guillemets de Kimpembe. J'ai l'impression que tu as Soler et Sarabia qui eux sont plus des alternatives à Neymar et Messi, mais Ekitike vient véritablement en tant que remplaçant d'Mbappé. Donc pour moi son temps de jeu il est pas volé, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on demande de lui, c'est un jeune joueur qui vient pour l'avenir. On peut lui demander plus de minutes, ce serait intéressant, mais pour moi, rien de scandaleux quant à l'intégration d'un Ekitike, par exemple. Ok, ça marche. Tonton, toi, qu'est-ce que tu penses de la gestion des nouvelles recrues? Mais pas que, parce on parlait par exemple là d'Hugo Ekitike, mais il y a un retour de prêt qui est intéressant, c'est celui de Sarabia, par exemple, qui a fait une très très bonne saison au Sporting, qui revient, dont Galtier et Campos nous ont expliqué qu'ils voulaient absolument le garder, que c'est un grand joueur, et qu'à part le début de saison, parce qu'Mbappé était blessé, on l'a plus jamais revu, ou très très peu. Donc toi, dans la gestion, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec Simbad? C'est plutôt normal. Et après, je voudrais juste qu'on revienne sur Vitinha, parce que je suis pas très d'accord avec toi quand tu dis que c'est pas un titulaire en puissance. Il sort d'une bonne saison à Porto, il me semble. Et quand tu mets 40 millions sur un joueur, même s'il est jeune, euh, et que tu insistes pour le faire venir vraiment en tout début de mercato pour justement pouvoir l'intégrer assez vite, c'est que pour moi, dans l'idée, c'était d'en faire un titulaire. Mais après, on pourra en reparler tout à l'heure quand on parlera des milieux de terrain. Vas-y, attends. Bah, au niveau de la gestion, je rejoins un peu Simba, il y a cette gestion de bah, à quel moment arrive le joueur et comment tu cherches à l'intégrer justement. Un joueur qui arrive, comme l'a dit Simba, dans Ekitike, il arrive, bah, il peut pas faire la tournée au Japon parce qu'il y a un problème de papier, il me semble, un problème administratif, donc il fait pas la tournée au Japon. Renato Sanchez, il fait des entraînements, mais il fait pas les matchs de préparation avec Lille parce qu'il faut surtout pas qu'il se blesse avant son transfert. Fabien Ruiz est mis à la cave. Bah, arriver dans ces conditions, c'est pas facile. Et même pour Nordi Mukiele, il faut se rappeler que sa dernière saison à Leipzig n'a pas été des mieux parce qu'il a connu 3 coachs différents en une saison et que le dernier coach en date, Domenico Tedesco, faisait pencher le jeu extrêmement côté gauche, côté Angelino et demandait à Mukiele au final d'être un défenseur droit qui n'apportait pas de solution offensive quand il jouait. Donc, bien sûr, dans quel état on récupère ces joueurs, comment les intégrer au mieux. Mukiele est celui qui aurait pu avoir la meilleure gestion parce que bah, il arrivait à une certaine méthode, il est rentré petit à petit, il a eu du temps de jeu qui s'est fait, qui a été croissant en tout cas depuis son arrivée, mais il n'a pas forcément délivré les performances qu'on attendait en tant que remplaçant piston d'Hakimi. Et moi, c'est vrai que je me demande si Mukiele ne serait peut-être pas mieux comme remplaçant défenseur central en fait, parce qu'il en a les qualités physiques, il a les qualités défensives et en ce moment, il a l'air un peu pas très confiant avec le ballon. Donc je me dis, si en ce moment il a un peu du mal offensivement, autant utiliser ses qualités défensives. Et Kitike, ouais, c'est vrai que je suis un peu déçu aussi parce que bah, j'aurais aimé le voir jouer plus, mais à quel moment tu le fais jouer?
peut-être qu'il vaut mieux attendre un petit peu qu'il soit prêt pour être sûr que quand il rentre, ce soit logique, plutôt que de le faire rentrer pour dire regardez, j'ai donné du temps de jeu à Ekitike et qu'il fasse comme Renato Sanchez qui a été mis titulaire alors qu'il n'était pas prêt à être titulaire. Je trouverais ça un peu dommage. Donc la gestion est compliquée, mais en même temps, est-ce que tu peux faire mieux? C'est une vraie question que je me pose et je propose à Yacine qui complète justement. Non, mais d'autant plus pour Ekitike, pardon, c'est compliqué parce que forcément tu vas remplacer l'un des trois de devant et quand on sait que c'est très très difficile de les sortir, même quand ils sortent à 2-3 minutes de la fin, ils ont pas l'air très contents. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour Ekitike. Et ben pareil, Yacine, on te laisse la parole hein, sur la gestion. Bon moi, même si je connais ton avis, évidemment, on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'après après ces 11 matchs, on peut déjà tirer un premier bilan de la gestion et de l'intégration des nouvelles recrues, Yacine. Alors, si on est de façon brutale, la gestion n'est pas bonne. Parce que les joueurs n'ont pas assez de temps de jeu, parce qu'il n'y a pas de coaching. Voilà. Après, quand on connaît l'environnement PSG, et notamment pour un coach qui arrive, je vais dire sans CV pour exagérer, parce que Galtier, ce n'est pas un grand nom du football, et que, comme d'habitude, au PSG, on attendait d'abord un grand nom, etc. Donc, qui arrive un peu sur la pointe des pieds, en tout cas dans l'image que les C'est gens. d'ailleurs Yacine, sous QSI, c'est le coach qui a le moins de palmarès. Hein. C'est le. Pochettino n'avait pas de palmarès. Hein. Ah oui, pardon, c'est vrai. Zéro palmarès Non, au moment où il arrive. Zéro. Mais un coup pas même. Et d'ailleurs, on l'a vu sur le terrain. Allez, c'est pas un palmarès, mais on va dire qu'il a une finale de Ligue des Champions. Il a évolué en première ligue. Mais alors voilà, en termes d'expérience, c'est un peu plus élevé que celui de Galtier. Il a failli, Mousse. Et quand on dit failli, c'était à ça de l'objectif, mais tu n'as pas réussi. Et oui, mais Galtier n'a jamais fait de finale de Ligue des Champions. Non, mais en soi, c'est une performance. C'est ce que je veux dire. Avec toi. Mais le palmarès reste vierge, malheureusement, même si en soi, il a fait une super performance. Évidemment. C'est ce que j'allais dire. C'est pas un titre, hein. On est d'accord. Malheureusement. Donc, sinon, on l'a nous aussi. Donc voilà. Donc voilà, le truc, c'est que maintenant, l'environnement, tu es obligé d'en tenir compte. Et évidemment que Galtier, il est aussi pris, même s'il y a l'idée de jeu, de contenu, etc., il est aussi pris par les résultats. Et il est obligé, sur cette première partie de saison, alors en plus, quand on sait comment ça va s'enchaîner, etc., de prendre le maximum de points. Donc il y a le contenu. Le contenu te permet de prendre les points, mais il n'est pas dans cette première partie à se dire bon, j'ai un match de joker parce que tranquillement, c'est pas grave, on a 3 points d'avance, etc. Donc je peux faire tourner sur ce match-là et donner du temps de jeu. En fait, il n'était pas dans ce calcul. En plus, tu avais Lens et Marseille qui tenaient le rythme et qui sont restés collés à toi jusqu'à la dernière journée de championnat avant la trêve. Donc il est aussi pris là-dedans parce que même si je pense qu'à un moment donné, il avait peut-être envie de changer un ou deux joueurs en plus. Et d'ailleurs, il l'a dit, c'était le dernier match au Parc, quand j'avais fait la conf, il avait bien expliqué, il a dit, j'ai hésité, et en fait, j'avais deux possibilités. Mettre mon équipe type et Brest, voilà. Mettre mon équipe type et leur demander de faire la différence rapidement pour pouvoir faire tourner. Ou mettre les remplaçants, entre guillemets, leur donner du temps de jeu au risque que tout ne tourne pas comme il faut. Il avait choisi l'équipe type et malheureusement, en plus, son scénario ne s'est pas vérifié puisque l'équipe type n'avait pas réussi à faire la différence. Il y avait 1-0. Donc, du coup, voilà, c'est aussi ça. Et on est obligé de tenir compte de ça. Et on est obligé de tenir compte aussi du fait qu'il a un peu peur de se dire bon, tu vois, par exemple, les derniers matchs, Paris gagne 1-0, tu vois, 2-1. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis je fais tourner, mais si on fait 2-2, je sais très bien qu'on va me tomber dessus. Voilà. Moi, j'avais dit, je jugerais en gros l'intégration. Alors, j'ai oublié un dernier point. Ce que disait Sinbad, évidemment, que l'intégration des joueurs, elle est compliquée parce qu'en plus de ça, il y en a qui n'ont pas fait la préparation. Mais Paris était dans une période où tu joues tous les 3 jours. Donc, tu ne peux pas t'entraîner. Tu ne t'entraînes pas en vérité. Tu fais de la récup, tu fais une petite mise en place et tu repars jouer. Donc, là aussi, tu peux travailler aucun automatisme avec les pseudo-remplaçants, même à l'entraînement. Donc, en vrai, tu vas les mettre en match, tu vas les mettre en galère. Donc, pour terminer là-dessus, moi, j'avais dit, dans notre podcast d'ailleurs, que moi, je jugerais en fait le coaching et l'intégration maintenant, jusqu'à la Coupe du Monde. Pour moi, je crois qu'il y a 13 matchs, un truc comme ça, à jouer là, d'ici la Coupe du Monde. Pour moi, c'est là que je vais juger Galtier. C'est-à-dire que là, il ne doit plus avoir peur de dire il y a 3-0, si je dois sortir Messi, si je dois sortir Neymar, si je dois sortir Verratti, je le fais. Voilà. Il ne doit plus avoir peur de se dire bon, les mecs, ils ne sont pas prêts parce que tu vas tirer sur la corde et tu vas le payer. Voilà, c'est maintenant qu'on va le juger.
Et moi, j'attends du coaching, mais j'attends aussi de la rotation en début de match parce que, tu vois, on parlait de vite fait de Kimpembe et Verratti. Alors, Verratti, c'est quand même un coup, donc c'est pas une blessure musculaire. C'est Mais vrai. quand tu vois le contenu, par exemple, des matchs de Vitinha entre les 5 premiers matchs et les 5 suivants, tu sens bien que le mec, il est arrivé quand même à un moment donné à un moment de fatigue. Sauf que là aussi, tu ne pouvais pas mettre tout de suite Fabien Ruiz parce que c'était la Ligue des Champions. Renato s'est blessé. Donc, tu vois, c'est ça aussi. Moi, j'attends, par exemple, que Vitinha, il ne joue pas tous les matchs. Mais aujourd'hui, son rôle est tellement important qu'il doit être, tu dois le garder aussi frais pour pouvoir jouer les gros matchs. Très bien, Yas, très bien, très bien. Bah, on va se plonger directement dans ce début de saison. Je l'avais dit en tout début de podcast, hein, le PSG, c'est 35 buts marqués, donc une attaque de feu, meilleure attaque du championnat, mais aussi meilleure défense du championnat avec 6 buts encaissés. On va aborder tout de suite la défense parce que c'est malgré. global. Ça, c'est Ouais, toute oui, compétition confondue. c'est toute compétition confondue, pardon. C'est toute compétition confondue. Euh, mais il me semble que de toute façon, même en Ligue 1, c'est la meilleure défense du championnat. Hein. Je dis pas de bêtises, Yass. Hein. Ouais. Et aussi la meilleure attaque. Mais ça reste un paradoxe parce que on a beaucoup critiqué cette défense à 3. Alors évidemment, il va falloir du temps hein, pour que ça fonctionne. Surtout que Ramos n'a quasiment pas joué, donc on peut même parler de recrue pour Ramos. Euh, on a souvent parlé dans le podcast avec Yacine notamment des problèmes d'alignement. On a senti à Marquinhos, le début de saison de Marquinhos, même si ça va un petit peu mieux sur le dernier match, mais on a senti quand même que il était dans la prolongation de la saison dernière, ou la fin de saison dernière, pardon, où déjà c'était un peu, c'était pas terrible, on va dire. Sur ce nouveau système et notamment la défense à 3, Sinbad, d'abord, est-ce que toi, tu étais avec les recrues qu'on a et celles qu'on avait fait les saisons d'avant, notamment avec Mendes et Hakimi, est-ce que toi, tu as été soulagé et heureux de voir qu'enfin un entraîneur allait oser cette défense à 3 et selon toi, est-ce que ça marche ou tu fais plutôt partie de ceux qui sont critiques envers cette défense à 3? Bah déjà, soulagé, je pense que quand j'ai écouté la toute première conférence de presse, celle de présentation de Galtier, et que Franco, il te dit oui, le système va être un système à 3, moi je me suis dit d'accord, là on avance, là on a une idée claire de jeu, là on sait où on va aller. Ça s'est vérifié notamment par le recrutement, alors certes qui est insuffisant, mais tu savais où tu voulais aller. Ça, c'était quelque chose d'intéressant. Ensuite, quand tu regardes les profils que tu as dans ton équipe, tu te dis oui, la défense à 3 peut faire sens. Tu as un joueur comme Marquinhos qui a joué notamment avec Thomas Tuchel dans ce rôle-là un peu de sentinelle slash troisième défenseur. Il a notamment joué le Final 8 comme ça. À Old Trafford, il a joué également comme ça. Donc, on a un peu ce joueur qui est capable de jouer comme ça. Tu as un Kimpembe qui a une gestion de la profondeur qui est assez intéressante, qui est loin d'être le plus lent et qui, dans la relance, est assez intéressant. Il te manque juste le fameux poste de défenseur central droit qui a tant fait débat. Ramos, avec tout le respect que j'ai pour lui, ça va, ça tire la baraque en Ligue 1, mais on voit que quand ça doit partir dans le dos, etc., c'est un peu plus compliqué. Tu sens que il résorbe un peu tout ça avec l'expérience, parfois des fautes assez hautes sur le terrain pour permettre à l'équipe de se replacer. Donc moi finalement cette défense 3 j'en suis assez satisfait malgré les lacunes que je trouve sont beaucoup plus individuelles que structurelles. C'est plus des défaillances qui sont dues à des erreurs de joueurs plus qu'à des lacunes que le système te crée. Moi le système je trouve intéressant parce que les joueurs savent ce qu'ils font, les joueurs comprennent comment ils doivent bouger et au final tu as une équipe qui quand elle est en bloc elle est assez intéressante. Mais le souci, c'est que au fur et à mesure du temps, depuis août jusque maintenant, tu as l'impression que ce bloc équipe, parfois, il a tendance à se disloquer. Entre la J1 et la J9, tu vois que le bloc qui était assez compact, qui faisait la force de cette équipe-là véritablement, avec ce pressing très très haut, avec les récupérations en première intention qui étaient assez intéressantes, bah, tu sens que parfois, au fur et à mesure, ça chute un peu. Alors ça s'explique par rapport à, comme l'a dit Yacine, des joueurs qui peuvent être de plus en plus fatigués, parce que oui, tu joues tous les 3 jours, le repos, etc., c'est compliqué, tu as des déplacements, notamment au Maccabi, où physiquement, tu as été vraiment à la peine, face à Brest, Monaco, où sur les 45 premières minutes, tu as été mis en difficulté au milieu de terrain, mais mis à part ça, moi, cette défense, j'en suis assez satisfait. Je parle de la structure. Après, malheureusement, c'est impossible de dire qu'on est rassuré, qu'on est serein. Je pense que quand tu vois chaque incursion adverse, et bah ça c'est problématique. Tu as l'impression qu'à chaque fois que ça rentre,
ça fait danger en fait. Alors oui, tu ne concèdes pas beaucoup d'occasions, mais les actions que tu concèdes, elles te font peur. Et il est là le souci, c'est que d'un point de vue défensif, tu n'es pas serein. Moi, par rapport aussi aux blessures qu'on a, Danilo, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. On ne sait pas si mardi va jouer face à l'Espagne. On ne sait pas si c'est plus un coup, si c'est plus une blessure. On va sûrement en savoir plus dans les heures qui suivent. Mais Kimpembe, il a déjà un pépin physique. Tu sais que Ramos n'a pas le coffre pour jouer tous les 3 jours, et on l'a vu. Et tu as un Mukiele qui doit alterner entre le poste de piston droit et le poste défenseur central. Et finalement, quand tu fais le cumul, c'est un peu, tu sais, quand tu mets un drap d'un côté, bah, le coin se soulève de l'autre. Et c'est ça le souci. C'est que tu essayes un peu de combler ici et là. Moi, je pense que je maintiendrai cette défense à 3 même jusqu'au mercato d'hiver, parce que le seul véritable problème, c'est un manque d'hommes, de présence en fait. Donc moi, je maintiendrai. Je pense qu'on peut tenir jusque ce mercato d'hiver, mais plus globalement, oui, moi, je suis assez satisfait de ce système à 3 qui, comme tu l'as dit, 35 buts marqués, 6 encaissés. Je pense que au-delà du contenu, les résultats sont assez prometteurs. Ok, merci Simbad. Même question, Tonton et Simbad l'a dit juste avant. C'est vrai que même si tu n'encaisses pas beaucoup de buts, beaucoup d'adversaires du Paris Saint-Germain quand même arrivent assez aisément à transpercer le milieu et à s'approcher des 16 mètres. Alors ça donne pas forcément des occasions de but, mais ça fait parfois un peu flipper. Et on l'a vu notamment dans le dernier match de Ligue des Champions contre une équipe d'Haïfa qui était certes solidaire, etc. Mais c'est pas une équipe de grand talent. Et malgré tout, ils ont quand même réussi plusieurs fois à faire quelques incursions dans le camp parisien. Est-ce que ça t'inquiète outre mesure ou comme Simba, tu dis, bon, avec le temps, ça va finir par le faire et que malgré tout, en 11 matchs, on a pris 6 buts finalement. Bah, comme j'aime bien le dire dans mes lives, Rome ne s'est pas faite en un jour et la défense à 3 non plus. Je pense que Yacine y confirmera. Alors, ça fait déjà 2 fois que tu l'as dit, Rome ne s'est pas fait en 3 jours. C'est déjà pas mal. En un seul podcast, c'est déjà bien. J'adore cette maxime. Mais Yacine, je pense qu'il confirmera, tu vois, lui qui est coach, travailler une défense à 3, c'est le système le moins facile pour les défenseurs, en fait, parce que ça demande des automatismes et un placement différent. Et dans la logique, tu pourrais dire, bien sûr, Tourelle a initié ça avec Marquinhos, et dans la logique des choses, ça devrait marcher. Mais dans les faits, non, parce que le problème qu'on a, c'est les défauts de nos qualités. Le PSG cherche à dominer et cherche à jouer haut. Donc, va par définition laisser des trous derrière. Selon comment Hakimi, selon comment Nuno Mendes ont monté, est-ce qu'ils seront compensés ou non d'ailleurs quand ils vont monter? Et d'ailleurs, je repense, quand tu parles du match de Monaco, l'erreur vient d'où? Marquinhos se projette, mais se projette mal. Donc, du coup, s'il réussit sa projection, il comprend la défense à 3 et empêche l'action de but de Monaco. Mais comme il se projette mal et que Ramos couvre mal son côté, tu as le but. Mais c'est quelque chose qui va nous arriver si on joue contre des équipes qui jouent le contre, en fait, de toute manière. Donc là, en plus, tu as une absence de Kimpembe qui est blessé. Danilo, on ne sait pas où ça en est. Là, en fait, si tu gardes ce système de défense à 3, tu vas pas avoir le choix en fait, de remettre Ramos axe gauche, qui est son côté préférentiel, même si c'était une défense à 4, et de mettre Mukiele axe droit et Marquinhos dans son rôle. Et je pense que de toute manière, tu ne peux pas t'attendre à ce que cette défense à 3 soit directement performante. Ça va devoir se travailler, tu vas devoir faire des erreurs, et en faisant des erreurs, tu vas apprendre de ces erreurs. Après, il est vrai, et c'est à souligner, que Marquinhos n'est pas du tout à son prime en ce moment. Peut-être qu'un électrochoc, peut-être en sélection ou même personnel, va peut-être l'aider à se remettre dans le grand bain. Mais pour moi, en ce qui me concerne, oui, il y a quelques inquiétudes, mais il faut être patient. Et je pense qu'à terme, c'est ce schéma qui est amené à être le bon pour cette équipe. De toute façon, c'est le schéma qu'on voit de plus en plus dans toutes les équipes. Donc je pense que faut le travailler, et c'est en le travaillant qu'on le réussira de toute manière, et que c'est encore trop tôt pour moi pour tirer la sonnette d'alarme, et que je pense à partir de janvier, si en janvier on a encore des difficultés dans le système, il faudra se poser des questions. Mais je pense qu'il faut laisser du temps encore pour le moment, en ce qui nous concerne. On rappelle que c'était une priorité pour le duo Campos-Galtier, la recrue d'un autre défenseur central. Ils avaient beaucoup misé et espéré pour Skriniar, ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, là, c'est vrai que Danilo est sorti. C'était hier, je crois, ou hier ou avant-hier, je sais plus. Hier soir, Kimpembe est blessé. Tu t'es séparé de Diallo. Et sur le banc, finalement, tu n'as que le jeune El Shaddai Bichabeu qui a très peu d'expérience et qui n'a pas encore joué une minute cette saison. Yacine, sur cette défense à 3, sur les problèmes d'alignement, sur le niveau
de Marquinhos sur les débuts finalement de Sergio Ramos avec le PSG, même s'il est arrivé la saison dernière. Alors, cette défense à 3, satisfait ou pas, Yass? Satisfait, oui, parce que ça correspond quand même à ce qu'est le PSG et on l'a réclamé pendant des mois. Donc, je ne vais pas leur dire aujourd'hui qu'il faut retourner au 4-3-3, sinon on serait un peu pas crédible. Mais en fait, moi, je continue de penser. Alors, il y a deux choses. Évidemment, comme l'a dit Sinbad, il y a les prestations individuelles euh, qui interrogent notamment dans les derniers, enfin, dans les matchs où l'adversité est un peu plus forte. Oui, on se rend compte que par exemple, Marquinhos recule très tôt dans les actions au lieu de faire bloc en fait et de rester très haut. Euh, Moi, je pense que justement par rapport à tout ça, alors il y a évidemment comment Marquinhos va sortir un peu. Bon, il a été mieux sur les deux derniers matchs. Euh, donc, espérons qu'il a retrouvé. Avec le Brésil, il a été bon aussi. Donc, espérons qu'il retrouve un peu de confiance, etc. Voilà, après, ça met aussi du temps, hein. Un joueur, c'est pas un robot, hein. Donc, ça fait, euh, ça fait 10 ans que Marquinhos, il est plutôt bon toute l'année. Bon, voilà, il a un passage à vide qui dure un peu. C'est dur à accepter quand on connaît le joueur, mais c'est pas un drame, mais ça arrive à tout le monde. Moi, je pense qu'en fait, il y a cette propension qu'avait le PSG contre certaines équipes, je pense aux deux plus grosses qu'on a affrontées les dernières saisons, City et le Bayern, euh, en fait, à accepter de subir. Sauf que le système était, pas les joueurs, le système était mis en place pour subir. En fait, je pense tout simplement que le PSG doit se dire que l'idée de Galtier, avec notamment, parce que là on parle de la défense à 3, mais il y a le rôle des trois de devant, mais il y a aussi ce que tu demandes aux deux milieux, Verratti et Vitinha, qui ont le plus joué pour l'instant. Euh, Finalement, si l'idée de départ, c'est de te dire que même contre City, même contre le Bayern, l'objectif, c'est d'avoir le ballon, eh ben, assume-le jusqu'au bout et demande à ta ligne de 3 de ne pas reculer, à Donnarumma de gérer la profondeur. Et en fait, en gros, tu l'acceptes. Voilà. Oui, on va des fois prendre des assauts dans la profondeur, mais à la limite, c'est pas grave. Tu peux pas gérer tous les compartiments du jeu, ça n'existe pas. Donc en fait, accepte cette partie-là et dis à ta ligne de 3 et notamment Marquinhos, je veux pas que vous reculez. Voilà. Je veux qu'on reste en bloc, qu'on aille chercher, qu'on reste ensemble. Parce qu'en plus, ça me permet aux trois de devant de ne pas revenir ou de ne pas partir de trop bas. Et puis, si on prend des buts dans la profondeur, eh ben, c'est la vie. Voilà. Mais si tu veux tout gérer, bah, tu as ce qu'on a vu des fois. Ça veut dire que tu as Marquinhos qui recule, tu as Ramos qui avance. Résultat, tu as un intervalle énorme entre Ramos et Marquinhos. Qui gère cette partie-là et ainsi de suite, tu vois. Il faut assumer jusqu'au bout. On a décidé qu'on avait une équipe de joueurs de ballon. Et en plus, on parlait du recrutement, mais quand au milieu, tu recrutes Fabien Ruiz, même Renato, je veux dire, tu n'as pas pris des joueurs pour aller défendre. Tu as pris des joueurs pour avoir le ballon. Donc, assume-le jusqu'au bout. Voilà. On y va. Et Donnarumma, puisque tu as décidé que c'était lui le numéro 1, eh ben, tu joues à 25 mètres de ton but et c'est toi qui vas me gérer la profondeur. Voilà. Il faut aller jusqu'au bout du truc. Et je pense que pour l'instant, on est encore un peu entre deux. Et ça vient sûrement aussi du fait que, comme le disait Simba au début, bah, tu as l'impression que tu ne subis pas beaucoup d'occasions, mais tu as l'impression que sur chaque occasion, ça peut aller au bout. Et je pense que les défenseurs, ils doivent aussi être dans le doute là-dessus, c'est-à-dire, ouais, tu es un peu dans le stress, on ne subit pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il y a vraiment une vague, parce que je rappelle quand même que bon, le plus mauvais match, entre guillemets, hein, en termes de résultats, c'est Monaco. Monaco, ils sont venus 3 fois. 3 fois. Et ils ont failli te tuer en 3 fois. Tu vois, c'est pas possible. Ouais, mais Voilà. tu fais le paradoxe avec Lille qui a frappé 15 fois et qui a réellement été dangereux Mais, combien de fois? non, mais c'est ça le truc. Tu vois, c'est exactement ça. Mais C'est-à-dire c'était pas que. le même type de défense. Quand tu regardes Monaco, on défendait haut. Mais tu sais, de manière, on était bloqué entre nos 40 mètres et leur rond central et on avait la possession dans cette partie, ce qui servait à rien. Mais si tu regardes contre Lille, les fois on a dû défendre bas, c'est que des tirs en dehors de la surface Ouais, qui sont pas si dangereux. ouais, ouais, c'est vrai. Donc Mais, je pense mais, que ça mais moi, je dépend de trouve que. comment on défend dans cette défense à 3. Si on défend bloc haut comme ils sont que 3, on est facilement pris dans les contres. Mais si on est en bloc bas, ben là on a une ligne de 5 voire 7 si les deux milieux nous offrent un peu de coup de main. Donc ça peut aussi offrir, selon les matchs qu'on va faire, ben, des garanties qui ne seront pas les mêmes. Ce sera peut-être plus facile pour notre défense à 3 de jouer et de subir que de jouer trop haut selon les phases de jeu, tu vois.
Enfin, Ouais, j'ai cette mais moi, je impression des trouve fois. justement que moi, ce qui me dérange, c'est d'être entre les deux. Tu vois, à la limite, qu'on fasse un choix. Alors, à la limite, parce que moi, j'ai parlé de jouer haut, à la limite, faisons le choix inverse en disant, quand on perd le ballon, on vient bloc bas parce qu'après, on a les moyens de trouver des passes et de faire mal pour aller jouer des contres. D'ailleurs, je crois que c'est la saison, d'ailleurs, sur les stades de Paris Stade Germain, c'est la saison où le PSG marque le plus en contre-attaque sur les 10 premières journées depuis QSI. Donc, c'est peut-être aussi une façon de voir les choses. Mais ce que je veux dire, c'est de l'assumer. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est d'assumer ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire Marquinhos qui recule comme si on allait en bloc bas, le reste qui avance comme si on était en bloc haut. Et du coup, tu te retrouves avec une équipe, tu vois, Simbad l'a dit, mais il y a eu la Juve en deuxième mi-temps, et je ne sais plus, j'ai un match comme ça, où vraiment l'équipe, elle est coupée en deux, mais vraiment, c'est affolant à ce point-là d'une équipe qui a explosé comme ça. Merci messieurs pour la défense à 3. Et justement, en parlant de cette défense à 3, c'est aussi ce qui permet d'avoir des latéraux qui jouent plus haut. Et moi, je voudrais votre avis, messieurs, sur le rôle des latéraux cette saison. Donc là, on les a mis grosso modo dans les meilleures conditions pour pouvoir exploiter au mieux leur qualité. Et notamment sur le côté droit, moi, je suis un peu déçu. Depuis l'arrivée d'Hakimi, honnêtement, globalement, moi, je suis plutôt déçu. Je reconnais pas le joueur qu'il a été à Dortmund et à l'Inter. Alors certes, il est vrai que parfois on l'oublie, mais j'ai l'impression aussi qu'il a du mal aussi à rentrer dans cette équipe. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais te donner la parole, Simbad, et j'ai l'impression que côté gauche, côté Nuno Mendes, c'est mieux, mais c'est aussi parce que le jeu penche aussi souvent à gauche avec Neymar et Mbappé. Et Simbad, bah, j'aimerais bien avoir ton avis sur les deux latéraux. Bah, tu as donné un élément de réponse. C'est de quel côté penche le plus le jeu. Il y a une stat qui était sortie, il me semble, sur Canal, c'est la répartition des attaques durant le match. Tu jouais à 43%, il me semble, à gauche, 40% au centre, et tu jouais que 17% à droite. C'est Et révélateur du de coup, il y a peu tellement de de... renversement, Simbad, on est d'accord, hein? Exactement. Et au final, ça se montre aussi par rapport aux hommes que tu as sur le terrain. À gauche, tu as ton axe gauche qui est extrêmement fort avec la ligne composée de Kimpembe, Verratti, Nuno Mendes, Neymar et même Mbappé. Et à droite, tu te rends vite compte que c'est compliqué. À droite, ton défenseur central droit n'est pas fixe. Ton milieu, Vitinha, qui a ce rôle d'électron libre. Et encore devant, malheureusement, on sait que Mbappé, sa zone préférentielle, c'est le côté gauche. Neymar également. Et on sait que Messi, son pied fort, c'est le gauche. Et bah, fatalement, pour tirer et pour passer, il aura tendance à se réaxer pour se mettre sur son pied gauche. Et je trouve avec un Hakimi qui est totalement esselé. Alors maintenant que ça a été dit et qu'on l'a répété, ça n'occulte pas non plus ses performances à lui. Oui, il n'a pas les ballons, mais quand il a les ballons, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est là où la question est intéressante. C'est que tu as l'impression, pour moi, le bon terme, c'est qu'il a perdu en spontanéité. Tu as l'impression qu'avant, du côté de l'Inter et de Dortmund, il avait cette facilité à. Il prend la balle, même s'il n'y a personne, boum, il allume la lumière et il met la tempête et puis plus personne ne le parle. Mais le problème, c'est que maintenant, même quand on a la balle, tu as l'impression que cette année sous Pochettino, l'a extrêmement bridé. J'ai l'impression qu'il a peur d'attaquer, j'ai l'impression qu'il a peur de prendre des initiatives, j'ai l'impression qu'il a peur de, j'ai limite envie de dire peur de décevoir, peur de perdre une balle, peur de... Et c'est assez dommage parce que même sur ce début de saison-là, au début de saison, sur les 5 premiers matchs, il marque 2 fois. Donc ça montre aussi que quand il se projette, il arrive à être décisif. Il fait la positive sur Mbappé face à la Juve également, sur ce magnifique mouvement entre les deux sur le 1-2 sur le deuxième but. Et je me rends compte que Hakimi, quand il est touché, il est décisif et il est intéressant. Mais malheureusement, proportionnellement, trop peu quand tu compares à Nuno Mendes qui, lui, est surexploité. Et ça se voit aussi dans le nombre de ballons touchés. Nuno Mendes touche un nombre de ballons qui est nettement plus élevé que celui d'Hakimi. Et quand à gauche, tu as une facilité de combinaison, bah forcément, Hakimi n'a pas son pendant à droite. Si même Messi, on sait qu'il est souvent à la base des actions, avec Neymar, ils intervertissent beaucoup. Tu as l'impression que quand Neymar débute l'action, Messi est plus haut et inversement. Et bah à droite, Hakimi, il a un boulevard, mais pour lui tout seul. Et malheureusement, quand tu as un boulevard pour toi tout seul, c'est cool, hein. Mais s'il ne se passe rien dessus, et bah ça ne sert à rien. Et c'est ça le problème, c'est que moi je pense qu'on devrait pouvoir aussi se diversifier parce qu'à un moment donné, les équipes en face, elles vont commencer à le comprendre. Elles vont voir que ton circuit préférentiel, pardon, c'est le côté gauche. Alors, ils vont commencer à comprendre, ils vont commencer à lire ton jeu, ils vont commencer à s'adapter. Et si ton circuit le plus fort, c'est le côté gauche et que le côté droit, tu le délaisses et que les équipes apprennent justement à défendre sur ce côté gauche-là, je pense que des équipes qui sont beaucoup plus rodées, qu'on va affronter au fur et à mesure de l'année,
ça risque de poser problème. Si tu ne te diversifies pas, que dans l'axe, tu passes, mais qu'au final, tu passes par la gauche et qu'à droite, il ne se passe rien, je pense que même pour nous, par rapport à nos attaques, les défenses vont commencer à comprendre comment on joue. Et si finalement, tu n'as qu'un seul circuit pour aller jusqu'au but, ça peut être problématique. Ouais, bah d'ailleurs, Campos l'avait dit chez Roten qu'il y avait aussi, il y avait aussi ce paramètre que les équipes maintenant commencent à connaître, vu que là, il y a un véritable projet de jeu. En effet, les équipes commencent à comprendre comment le PSG joue et c'est un peu plus facile de les analyser et de pouvoir les contrer. Tonton, les latéraux, je l'ai dit, hein, c'est vrai que ça penche plus du côté gauche et Sinbad l'a rappelé, c'est vrai que le jeu pense à gauche, mais on a aussi l'impression, comme le disait Sinbad, que d'un côté, tu as Hakimi on dirait qu'il a peur de prendre des initiatives. Limite, on dirait c'est un jeune joueur, il ne veut pas faire d'erreur. Limite, il n'a pas envie de se faire gronder par Messi et Neymar ou Mbappé. Mais d'un autre côté, tu as un Nuno Mendes qui est jeune et qui, lui, ose, dribble. Euh, voilà, il ose des choses, quitte à parfois, c'est vrai, parfois il se prend des gueulantes par Neymar, mais ça n'a pas l'air ça a pas l'air de l'embêter. Globalement, sur le rôle des latéraux, est-ce que tu penses que, quand même, avec un mec du niveau d'Hakimi, qu'on joue très peu de son côté, il y a peut-être parfois Ramos qui avec son jeu arrive un peu à l'atteindre. Pour le reste, vu le prix qu'on a payé, déjà que défensivement, c'est pas son fort. Il n'arrive même plus à exploiter ses qualités offensives. Il y a une sorte de gâchis, non? Gâché, je ne saurais pas comment l'expliquer. C'est sûr que tu as des attentes quand tu as un joueur comme Hakimi qui arrive, surtout quand tu as fait après Florenzi, quand tu as fait après Meunier. Ouais, tu as des attentes qui sont énormes, mais ouais, voilà, mais à un moment, je pense tout simplement, c'est naturel quand le jeu penche d'un côté. Je faisais le parallèle, tu vois, en début d'émission, quand on parlait de Mukiele, je te parlais de Leipzig qui penchait à fond à gauche l'an dernier avec Tedesco, et que Aurelino était surexploité, quitte à ce que Mukiele et Henrich côté droit n'existent pas. Bah en fait, est-ce qu'on n'a pas un peu ce même problème? Je veux dire, Léo Messi, quand il jouait à Barcelone, il faisait quoi? Crochet, transversal direction Jordi Alba. Ça a changé. Maintenant, le Jordi Alba, il s'appelle Nuno Mendes. Mais du coup, il est dans ses habitudes de jeu. T'as Neymar qui est côté gauche, qui dézone côté gauche. T'as Mbappé qui dézone côté gauche. T'as Verratti qui est côté gauche. Bah ouais, je pense qu'en fait, c'est notre côté fort et que du coup, bah, par définition, tu auras beaucoup plus de ballons qui vont passer par là. Même si notre jeu est très axial au final, parce que bah, Messi est dans l'axe, Neymar est dans l'axe, Mbappé est plus ou moins dans l'axe, Verratti et Vitinha toujours par rentrer à l'intérieur, quoi. Bah, en fait, ça rejoint des principes que Guardiola évoquait déjà. Guardiola disait les meilleurs joueurs doivent jouer dans l'axe du terrain. Et quand on évoquait le schéma à 3 derrière, moi j'en parlais en janvier sur Paris Central, je disais qu'on avait intérêt à passer à 3 derrière en 3-4-2-1 parce que des joueurs comme Neymar et Messi n'avaient plus rien à faire sur les ailes actuellement et que les mettre dans l'axe leur permettrait de retrouver un maximum de leur qualité d'organisateur de jeu et de numéro 10. Et au final, c'est ce que tu entrevois un peu en ce moment. Comme le disait Sibad précédemment, c'est soit Neymar, soit Messi qui débute l'occasion, mais tu auras forcément l'un des deux qui va réceptionner le ballon derrière. Et selon les situations, Mbappé va aussi parfois y participer, mais plus être à la finition. Donc au final, le fait de axer un maximum ce jeu, c'est ce qui se fait beaucoup. Regarde du côté du Bayern aussi, Nagelsmann, ça passe énormément dans l'axe, ces phases de jeu. Tout le monde passe un maximum dans l'axe, mais tu as quand même, au cas où, ta solution, Mendes et Hakimi, qui sont sur les côtés si tu as besoin d'écarter. Mais tu vas beaucoup passer par l'axe et ça se fait de plus en plus parce que tu as les qualités pour le faire. Donc, est-ce que tes latéraux ne sont pas, entre guillemets, des pistes fantômes pour permettre au bloc adverse de s'étirer et laisser de l'espace dans l'axe pour que le jeu se passe finalement dans l'axe, comme on l'a beaucoup vu? Je me pose la question. Mais je pense que si Hakimi n'est pas aussi bon au PSG qu'à l'Inter ou à Dortmund, c'est peut-être parce que le jeu passe moins par lui que dans ses anciens clubs que maintenant. Oui, ça c'est vrai. On en attend beaucoup moins d'Hakimi. Je veux dire, tu as Messi, tu as Neymar, tu as Mbappé au PSG. Ils n'y étaient pas à Dortmund ni à l'Inter, ces joueurs. Donc, peut-être que tu vas moins demander. Je veux dire, Hakimi, le moment où il était le meilleur au PSG, c'est quand Messi et Neymar étaient à la Copa América, que Mbappé était en repos et que on demandait à Hakimi en fait, d'avoir les espoirs qui reposent sur ses épaules au tout début de saison quand il arrive. Mais maintenant que tu as tous les joueurs qui sont là et toutes les stars, est-ce que c'est Hakimi ton numéro 1 dans l'animation offensive? C'est pas sûr. Merci tonton Yacine sur les latéraux et le fait que ça penche à gauche, le fait que finalement de par le jeu qui penche à gauche, on n'arrive pas à exploiter toutes les qualités d'Hakimi. Est-ce que tu penses déjà que ça peut s'améliorer? Est-ce que tu penses que Galtier doit aussi
rappeler qu'il y a un côté droit et que finalement, parfois, au lieu de s'empêtrer à gauche, revenir à l'intérieur, etc., ce qui apporte souvent aussi des pertes de balles. Est-ce que tu penses aussi que c'est le rôle de Galtier aussi de dire, voilà, il y a pas que le côté gauche, quoi. Bien sûr que c'est le rôle de Galtier parce que euh, d'aller chercher côté droit, ça va te permettre de te créer des occasions, ça va te permettre d'avoir de la variété et ça va te permettre d'étirer. On l'a vu au fur et à mesure des rencontres. Et pourtant, au tout début de saison, alors les matchs de préparation plus les 2, 3 premiers matchs, je trouvais qu'il y avait un peu plus de jeu dans la largeur. Et au fur et à mesure, alors, est-ce que c'est parce que le trio a très peu joué ensemble, je rappelle, jusqu'à la deuxième journée, puisque Mbappé est suspendu contre Nantes, puis blessé la première journée à Clermont. Clermont. Ouais. Et donc, du coup, bah, tu n'as pas le trio. Donc, ils ne font pas que se chercher à l'intérieur du jeu. Et tu vas chercher les latéraux. Donc, déjà, ça a été plus important. Après, je pense aussi que c'est le rôle de Galtier parce que lui, il n'est pas là pour dire en gros, bah, si c'est pas, enfin, s'il ne le fait pas, c'est que à quoi il sert, encore une fois. Le coach, il est quand même là pour améliorer ce qui ne va pas, voir là où on peut créer plus de problèmes à l'adversaire, etc. Et moi, je pense qu'il y a évidemment tout ce qu'on dit tonton Sinbad sur le jeu qui pense à gauche, les joueurs qui pensent à gauche naturellement, et peut-être tes meilleurs joueurs qui sont aussi à gauche, pas de problème. Maintenant, moi, je redis, parce que j'ai revu des choses et tout pendant la trêve, là, le truc, c'est que Hakimi, il est bon quand il est lancé. Et quand Paris le trouve lancé, il s'est toujours passé quelque chose. Le problème, c'est que Paris a le ballon 65-70% du temps et très haut. Résultat, Hakimi est déjà très haut, à la limite de hors-jeu. Et résultat, quand il est trouvé, sur les peu de ballons sur lesquels il est trouvé, en fait, il est trouvé arrêté. Et c'est pas un joueur c'est pas Nuno Mendes. Tu vois, Nuno Mendes, il aime bien se mettre à arrêter, aller défier Ouais. le mec arrêté et bim, sur un geste, démarrer. Hakimi, Souvent, une accélération, un dribble, oui, c'est vrai. voilà. Hakimi, ce ne sont pas ses qualités. Hakimi, c'est un joueur qui attend le bon moment pour plonger. Et regardez, même les buts dont parlait Simba de l'année dernière en début de saison, et Tonton aussi d'ailleurs, sur le début de saison, c'est des buts où il vient lancer dans le dos de la défense, on le trouve, et il termine l'action. Et à Haïfa, je crois, pareil, il est trouvé quand il veut centrer en retrait sur Mbappé, il est trouvé lancé dans le dos de la défense. Une fois que Paris est installé, et quand vous repensez à ce qu'il a fait à Dortmund, ce qu'il a fait à l'Inter, en fait, c'est aussi ça. Regardez les buts qu'il mettait à l'Inter. C'est des buts où il partait un peu à la limite, mais il plongeait dans le dos et il était trouvé par Barella ou un relais avec Lautaro, etc. Et il arrivait en pleine course. Parce que l'Inter, ce n'était pas une équipe qui prenait le ballon et qui allait se mettre à 30 mètres du but adverse et qui faisait tourner. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut trouver le juste milieu entre Mendes, qui est capable, ou qui est meilleur quand il est trouvé dans les pieds, et Hakimi, qui est meilleur quand il est trouvé dans l'espace. Et au contraire, si tu arrives à faire les deux, ça veut dire que tu as deux armes. C'est encore mieux. C'est-à-dire que c'est même pas l'idée de dire nos deux latéraux, ils sont forts à arrêter là-haut et puis on verra ce qui se passera. C'est-à-dire que tu es capable de faire deux choses. Et rappelez-vous aussi une dernière chose. L'année dernière, Hakimi, les moments où il est très bon, c'est quand il est trouvé dans l'espace. Rappelez-vous la dernière demi-heure contre Leipzig, quand Paris est mené 2-1, et que justement, en plus, c'est une des seules fois où Pochettino a changé de système. Hakimi, il est sur le but et sur le pénalty obtenu. Parce que c'est un joueur qui a besoin d'espace et qui arrive, quand il arrive lancé, il est meilleur. Voilà, donc il faut trouver ce juste milieu. Et on a vu que, tu vois, même Mukele, alors déjà, je pense que c'est pas son poste, mais même lui, tu vois, quand il a joué à Leipzig. Leipzig, c'est une équipe de transition. Donc, c'est une équipe qui met beaucoup de courses, beaucoup d'intensité. Lui aussi, contre Haïfa, quand il s'est retrouvé là-haut, déjà arrêté sur la ligne des 5 de devant, Ouais. lui aussi, il ne trouve pas de solution parce que ce pas des joueurs qui ont des automatismes dans ce jeu-là. Tu sais, ça fait aussi un parallèle, si je peux me permettre rapidement, c'est un parallèle que je trouve assez naturel et je viens d'y penser à l'instant, c'est un peu comme Neymar et Mbappé en fait. Tu as l'impression que Neymar, quand il est arrêté, il est beaucoup plus intéressant quand il a la balle dans les pieds et qu'il fait le premier dribble, la première passe et qu'il démarre le jeu, que quand Mbappé, lui, on sait qu'il est beaucoup plus fort dans les espaces que quand il est arrêté. On voit ce que ça donne quand il est arrêté. Alors, quelquefois, ça marche, mais la grande partie du temps, malheureusement, c'est soit une passe en retrait ou une passe latérale. Et c'est là, en fait, où ça fait un parallèle, c'est qu'on a des profils qui sont différents et qui se complètent les uns avec les autres, mais qui, malheureusement, on n'exploite pas au
plus fort de leur potentiel. Et si tu arrives justement à trouver cet équilibre dont tu parles entre les joueurs de profondeur qui doivent faire le rôle d'attaquer la profondeur et les joueurs arrêtés de petits espaces qui doivent jouer dans les petits espaces, je pense qu'on aura cette espèce de synergie entre le côté gauche, le côté droit et le centre avec un Messi qui, lui, sait à peu près tout faire avec ses pieds. Et ben, je pense qu'on aura là beaucoup plus d'options possibles en attaque. Très bien, Simbad. Je crois qu'on a fini sur les latéraux. On va parler rapidement du milieu, mais rapidement, parce que Verratti, on connaît toutes ses qualités, et faut quand même préciser qu'il fait un bon début de saison, à part le coup qu'il a pris, pas de blessure, a priori. On l'a vu jouer et on n'en doutait pas, en tout cas, Yacine et moi. On sait que c'est un joueur qui est capable de jouer 90 minutes, contrairement à ce qui est dit à droite à gauche. Mais on va plutôt se focaliser sur Vitinha, parce que c'était intéressant ce que tu disais, Simbad. Et je vais laisser la balle à Yacine, que je sais qu'il apprécie beaucoup le joueur. Et moi, je trouve qu'en fait, d'abord, c'est une très bonne idée pour le milieu de terrain, parce que ça parle le même football que Marco Verratti. Et surtout, on a tous été agréablement surpris, finalement, Yacine, de la rapidité d'adaptation à cette équipe du PSG, et notamment avec son compère Marco Verratti, mais pas que, parce que même avec les trois de devant, on voit quand même qu'il commence à se passer des choses. Tout à l'heure, Simba disait qu'il, pour lui, c'était pas forcément un milieu qui allait arriver dans la peau d'un titulaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Yass, ou pour toi, vu la saison qu'il venait de faire à Porto, de toute façon, l'idée, dans l'esprit de Campos et de Galtier, c'est de l'associer avec Verratti tout au long de la saison, malgré le fait que tu aies recruté Sanchez et Fabian Ruiz pour ne parler que d'eux. Je pense que ce que voulait dire Sinbad là-dessus, c'est plus, il a une saison de référence en fait à Porto parce que son prêt à Wolverhampton, il se passe pas bien. Il lui permet de progresser, mais il se passe pas bien. Il a une saison de référence à Porto. Donc, dans l'idée, c'est pas le profil de joueur que tu te dis à Paris, il arrive pour renforcer l'équipe et être titulaire tout de suite avec une année de référence. Maintenant, je pense, ce que tu as dit au début aussi, quand tu achètes un joueur 40 millions, et que tu es en train de faire partir plein de milieux de terrain, c'est que je pense que tu es en train de te dire quand même qu'il ne va pas être loin d'être titulaire. En tout cas, tu le fais venir pour ça. Donc, il y a les deux côtés. D'ailleurs, Yacine, je te coupe 30 secondes. Il me semble qu'ils ont payé la clause, hein, c'est ça, hein, Yacine. Ouais. Et donc quand tu payes la clause, en général, voilà. Ben, c'est clair. Donc, voilà. Alors après, il y a évidemment sa polyvalence. Il y a son côté technique où, enfin, on a un joueur qui parle le même football que Verratti pour servir de relais. Je pense même que, pour l'instant, ça n'a pas été le cas, mais si demain, il devait jouer en numéro 6 comme Verratti, il est capable de le faire avec un rôle. Alors, évidemment, ce ne sera jamais Verratti, parce que Verratti fait quand même des trucs devant sa surface que très peu de joueurs font. Mais il est capable, justement, de se sortir aussi des pressings, parce que techniquement, c'est un joueur qui est très à l'aise. Mais je pense surtout, moi, en fait, ce qui est vraiment intéressant et ce qui explique sa rapide adaptation, c'est son état d'esprit. C'est-à-dire que le mec, il n'est pas venu se faire briller au PSG, il n'est pas venu attirer la lumière sur lui au PSG, il est venu apporter quelque chose au collectif du PSG. Et regardez bien, même si moi, je ne suis pas un fan de stats, mais il y a quelques stats où tu peux te servir de choses. Sur les premiers matchs, il touche entre 30 et 40 ballons. Et puis, comme par hasard, sur les derniers matchs, il est au-dessus de 70, 80. Pourquoi? Parce que, tout simplement, au départ, il s'est fondu. C'est-à-dire qu'on lui a dit, Neymar décroche, c'est toi qui mets de la profondeur. Lui, il a d'abord compensé. Voilà. Il a compensé les déplacements de tout le monde. Il était là pour apporter de la profondeur. Il était là aux côtés de Verratti. Il a des courses pour défendre qui sont très intenses et très intelligentes. Et puis, au fur et à mesure, quand tu commences à échanger avec les autres, ils disent, tiens, tu peux lui donner un ballon, il revient. Tu peux lui donner un ballon, il aère le jeu. Tu peux lui donner un ballon, tu ne le perds pas. Tu passes de 30 à 45 ballons, à 60 ballons, à 70 ballons, tout en gardant ton état d'esprit de te déplacer là où l'équipe a besoin. Voilà. Et moi, je pense que c'est vraiment ça le plus important de ce qu'a apporté Vitinha et de ce qu'il a montré depuis le début de saison, en dehors du ballon. C'est vraiment être là où l'équipe a besoin de moi. Voilà. Je ne suis pas là pour dire, regardez ce que je sais faire comme Verratti. Non. Neymar décroche, je suis là. Messi vient, je suis là. Il faut défendre, je viens derrière. Voilà. Là où l'équipe a besoin de moi, je suis là. Voilà. Et je pense que c'est aussi un bon message pour ceux qui aiment le foot, parce que aujourd'hui, dans un monde où tout le monde veut tirer la couverture à soi,
bah, tu as encore des joueurs avec cet état d'esprit, mais des bons joueurs. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que c'est que des soldats qui peuvent avoir cet état d'esprit. On peut aussi avoir des joueurs de football qui ont cet état d'esprit. Oui, c'est une balle perdue pour Herrera de ce que tu vas faire. C'est pas joli, Yacine. C'est pas joli. Simba, toi qui parlais de Vitinha, d'abord, est-ce que tu es d'accord avec Yacine? Et surtout, selon toi, est-ce que ça peut suffire lorsque tu vas rencontrer, notamment en Ligue des Champions, ce double pivot, Vitinha-Verratti? Parce qu'on parle aussi un peu de physique, de centimètres. C'est ce qu'on avait aussi reproché parfois au PSG. D'ailleurs, à l'époque, ils avaient fait venir Danilo Pereira pour ça. Est-ce que tu penses, Sinbad, que si tu affrontes des équipes comme le Bayern, comme Liverpool, comme City, est-ce que tu penses que ça peut suffire? Pardon, je répète, que tu penses que ça peut suffire, pardon. Bah, assez d'accord avec ce qu'a dit Yacine. Je pense qu'on a tous été agréablement surpris. On a tous entendu parler de Vitinha un peu de loin sans avoir regardé la cinquantaine de matchs de Porto. Et quand il arrive finalement, on voit un joueur qui a certaines qualités balle au pied, un peu timide au début, comme l'a dit Yacine. C'est normal, tu es dans une nouvelle équipe avec de très grands joueurs. Il a que 22 ans également, c'est un joueur qui est très jeune. Donc forcément, tu vas pas venir et faire du spectacle. Et au fur et à mesure, il a pris en confiance. On a vu au début de saison qu'il y avait certaines passes qui avaient l'air assez claires, qu'il ne donnait pas. Je ne sais pas si c'était une question d'habitude, de confiance ou je ne sais pas. Et au final, au fur et à mesure de la saison, tu vois que les passes qu'il ne donnait pas en début de saison, il les donne maintenant. Alors, qu'elles réussissent ou qu'elles ne réussissent pas, ce n'est pas la question, mais dans les intentions, la plupart du temps, qu'elles réussissent, dans les intentions, tu vois beaucoup plus de choses intéressantes. Et c'est ça où Vitinha ne peut qu'applaudir. Après, là où la question est intéressante, c'est est-ce que quand tu joues face à des équipes qui sont plus fortes que toi physiquement, plus intéressantes que toi, est-ce que ça peut suffire? Moi, je pense qu'il y a deux façons de défendre. Tu peux défendre avec et sans le ballon. Et moi, je pense que la position du Paris Saint-Germain, c'est de défendre avec le ballon en privant l'adversaire de la balle. Et quand tu réfléchis de cette manière-là, il y a une équipe qui faisait très bien, alors toute proportion gardée, bien évidemment, c'est le Barça de l'époque de Xavi, Iniesta et Busquets. Alors oui, Busquets, il est grand, mais c'est pas un grand bonhomme capable de mettre l'épaule. C'est des joueurs qui ont une qualité technique assez au-dessus de la moyenne, complètement au-dessus de la moyenne, et qui, en privant l'adversaire de ballon, l'anesthésie totalement. Là où par contre la question elle se pose, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas la balle? Quand tu n'as pas la balle, il y a bien des moments où tu vas devoir défendre sans le ballon. Et là où, pour moi, toute la notion de bloc équipe, elle prend son importance, c'est que le système, il est fait de base pour protéger le milieu parce que c'est la zone du terrain où ils sont le moins nombreux. Ils sont que deux. Devant, ils sont trois. Derrière, ils sont trois. Et sur les côtés, chacun à son côté. La zone du milieu, c'est celle qui est le plus en danger. Et là où le système, et c'est pour ça que je ne trouve pas que c'est un problème structurel, mais plus individuel, c'est que le système force tes attaquants à défendre. Alors, ils ne le font pas tout le temps, c'est pour ça que je parle d'individuel, mais le système force les attaquants à défendre. Et quand les attaquants défendent également, tu vois qu'au milieu de terrain, ça marche. Quand au lieu de défendre à 2, tu défends à 5, parce que finalement, tu crées le surnombre au milieu de terrain avec tes attaquants qui défendent, tu es tout de suite protégé. Et au-delà de ça, là où Marquinhos, et c'est pour ça que je suis d'autant plus frustré, c'est que son rôle à lui, c'est justement d'aider ce milieu de terrain-là. Quand on parle d'apport physique, sans ballon, quand lui monte, tu as les deux pistons qui sont Hakimi et Nuno Mendes qui, eux, ont un rôle beaucoup plus bas et latéral, avec une charnière centrale, Kimpembe, Ramos, / le nouveau défenseur s'il arrive. Et c'est là où finalement, ton milieu de terrain, Verratti, Vitinha, pour moi, j'y crois, parce que finalement, la structure de ton équipe les protège. Maintenant, c'est aux joueurs et à chacun de se mettre ça dans la tête. Parce que quand tu vois en début de saison, quand tu vois Neymar qui défend beaucoup, Mbappé qui défend, Messi qui défend, et avec un Marquinhos qui venait apporter le surnombre, finalement, on n'avait rien à craindre. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de la saison, encore une fois, plus personne ne fait les efforts tout le temps. Tu as des joueurs qui font les efforts, d'autres beaucoup moins que d'autres. Par exemple, un chiffre tout bête, Messi presse plus qu'Mbappé. Alors ça, c'est une stat qui est assez éloquente, sortie par les amis de Paris Stade Germain. C'est les deux trentenaires pressent plus et font plus d'efforts défensifs qu'Mbappé. Je laisse à chacun l'interprétation qu'il voudra, mais ça explique aussi que ton milieu de terrain, il est viable avec et sans ballon. L'important, c'est comment ton bloc défend. Le problème, malheureusement, c'est que quand ton bloc ne défend pas, on le voit, quand tu n'es que deux milieux de terrain avec leur physique et que tu te fais perforer par des attaques, par des vagues, tu ne tiens pas la baraque et c'est normal. Et on l'a vu à IFA, Simbat. Hein. Exactement, on l'a vu à IFA, mais même un peu plus. Quand je parlais de la bascule de Monaco,
Par exemple, Tout à quand fait. Camara, il te met de l'impact et que ton milieu de terrain, il est complètement laissé, je vais dire, à l'abandon, que ce soit par un Marquinhos qui, je pense que dès qu'il a fait son erreur de monter, il n'est plus jamais remonté défendre haut. Et il est resté toujours très bas, il faisait le recul frein. C'est-à-dire que quand tu as un Marquinhos qui n'apporte pas ce surnombre et que les attaquants et que les trois devant ne viennent pas aider, bah finalement, ça te laisse deux joueurs qui doivent gérer une zone quand même qui est assez énorme du milieu de terrain face à une attaque qui arrive vers toi. Et c'est plus difficile de défendre en reculant que défendre en avançant. Donc pour moi, oui, ce milieu, il est viable, mais tout dépend du bloc équipe. Et je suis assez, je veux dire, optimiste parce qu'on a vu quand même sur quelques matchs que c'était viable. Merci Simbad. Tonton, sur Bah, Vitinha alors. Est-ce que tu es d'accord avec ton Vitinha, collègue Simbad? en soi, je peux comprendre ce qu'il veut dire par là, dans le sens où quand Vitinha arrive, il est jeune, il arrive en début de mercato, donc tu peux laisser le doute que d'autres milieux peuvent arriver après lui. Mais comme c'était dit, il est jeune, mais tu vas payer sa clause. Tu ne cherches pas à négocier pour le payer moins cher. Donc, peut-être, je dis bien peut-être que dans ta tête, au moment où tu recrutes Vitinha, tu te dis, c'est un numéro 2 prime. C'est-à-dire que tu peux recruter un autre milieu à part Verratti, mais que tu mettras en concurrence avec Vitinha et le meilleur des Mieux deux que ça, jouera. tonton. Mieux que ça. Est-ce que tu ne penses pas que s'ils avaient réussi à faire très tôt Renato Sanchez, est-ce que finalement, le plan, c'était peut-être pas, malgré les 40 millions, effectivement, ben, maintenant qu'on y repense, est-ce que l'idée, c'était peut-être pas un physique technique comme Sanchez associé à Verratti, et puis finalement, l'histoire se complique, tu peux payer la clause 40 millions qui est entre guillemets abordable pour le PSG, vu l'espoir que va être Vitinha. Est-ce qu'on était pas, on était peut-être pas plus là-dedans finalement? En soi, c'est vrai que Renato Sanchez, les tractations étaient hyper longues, hein, ça a duré 2 mois quand même, hein. Je veux dire, nous, en ce qui nous concerne, on en parlait en juin, et en juin, on pensait qu'il allait déjà signer. Mais Lille, je pense que Lille essayait de le refourguer à Milan, parce que tu sais, Lille et Milan ont tous les deux appartenu au groupe Peter Elliott, pour ceux qui ont oublié, Ah un oui, c'est vrai. petit conflit d'intérêts, comme pour Mike Maignan, hein, qui n'y va que pour la somme modique de 15 millions. On se demande pourquoi. Non, il y avait des arrangements, et là où j'ai trouvé que Campos a été bon, c'est qu'il a réussi à battre Milan et Lille à leur jeu où ils allaient s'arranger parce que Renato a fait ce qu'il fallait pour venir chez nous. Donc ça a été plus long que prévu aussi au niveau de ces négociations. Peut-être que c'est ce transfert, peut-être que c'est celui de Fabien Ruiz aussi qui était attendu à être titulaire à la place de Vitinha en ce début de saison et qui a été plus long à conclure que prévu aussi. Peut-être que c'était Solaire, on ne saura pas. Mais en soi, oui, je peux comprendre ce que dit Simbad par rapport à ça. Mais Vitinha a quand même aussi rapidement montré des choses. Quand tu vois les problèmes qu'on a eu au milieu de terrain ces dernières années, c'est pas du tout un tacle envers ces joueurs-là, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas recruté un milieu de terrain aussi à l'aise ballon au pied que Vitinha? Parce que Vitinha, vraiment, techniquement parlant, il fait plaisir à voir. Et vraiment, tu compares à Herrera, Gay, Wijnaldum, Danilo, la comparaison ballon au pied, elle fait très très mal, tu vois. Après, chaque joueur a ses qualités au milieu, tu vois, mais le fait d'avoir un milieu qui joue, qui a aussi cette projection, comme le disait Simbad aussi, où il est Yacine aussi, où il compense, tu vois, où il est très mobile. Bah, en fait, c'est un milieu avec des qualités qui sont peut-être plus complémentaires à celles de Verratti quand tu veux dominer le jeu que celles d'un Gay ou d'un Wijnaldum, parce qu'il a le profil qu'on attendait. On a quand même essayé de recruter Barella, on a essayé de recruter Frankie de Jong, on a essayé de recruter des joueurs qui étaient à l'aise ballon au pied. Thiago Alcantara aussi, on l'a tenté d'ailleurs avant de se faire son frère. Mais c'est pas par hasard si on cherche un milieu de terrain à l'aise ballon au pied. Et je pense que Vitinha, on le recrute en se disant qu'il peut marcher assez rapidement. Mais est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit tout de suite titulaire? C'est vrai que la question mérite de se poser. Peut-être que Vitinha était prévu pour être titulaire dans 1 an ou 2 en étant en concurrence avec un autre joueur qui arriverait peut-être à surpasser dans le temps. Mais au final, Vitinha apporte de très belles qualités. Mais je vais quand même mettre une limite parce qu'on ne va pas trop s'enflammer non plus. Vitinha a quand même été exclu en début de saison parce qu'il a pris beaucoup de cartons jaunes assez Oui. rapidement. Donc, si je peux mettre un point faible, ouais, il redescend défendre, mais attention à comment il redescend défendre, parce que ce serait dommage qu'un joueur qui arrive déjà à être aussi indispensable au milieu soit exclu au mauvais moment en quart de finale de Ligue des Champions par une accumulation de jeunes, tu vois. Très bien, merci tonton. Ça fait toujours du bizarre de t'appeler tonton. J'ai l'impression Ah, de mais parler à mon t'inquiète oncle. pas, les gens ont l'habitude pour ceux qui me connaissent. Ouais, je sais. Bon, on va évoquer des sujets sensibles maintenant, des sujets qui fâchent. Et là, je sens qu'il va y avoir du sang, messieurs. Du sang parce que il faut qu'on évoque le cas Mbappé. On va évoquer le cas Mbappé parce que on a tous remarqué qu'il y a un changement de comportement chez ce jeune joueur prometteur.
Et du coup, Mbappé, bon, vous avez tous suivi l'épisode de cet été. Euh, donc on a absolument tout fait. Quand je dis on, je parle de la direction du PSG. Voilà, ils ont absolument tout fait pour qu'il prolonge au Paris Saint-Germain. Lui qui, l'été dernier, avait demandé à partir, refus catégorique du Paris Saint-Germain. On envisageait tous, on pensait tous que finalement il allait partir libre, hein, ce qui était plus ou moins le cas quelques mois ou quelques semaines avant la fin de la saison. Hein. Je pense qu'il avait encore en tête de quitter le PSG et de pouvoir s'engager libre avec le Real Madrid. Nasser Al-Khelaifi a pris le dossier en main parce que Leonardo, on va dire qu'il y a eu des problèmes de communication entre le grand Mbappé et Leonardo. Leonardo qui était plus partisan de ne pas tout céder à un seul joueur, quand Nasser Al-Khelaifi, lui, était prêt à tout pour pouvoir garder la pépite française. On a appris durant l'été que tout le monde était intervenu pour que Kylian Mbappé reste, jusqu'au plus haut sommet de l'État, ce qui est chose, on en a parlé hier, c'est quand même une chose inédite dans l'histoire du football. Je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple sur la planète football où un chef d'État appelle un joueur pour qu'il reste jouer dans un club de son pays. Et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu les conséquences de tout ce qui s'est passé cet été avec une interview d'Mbappé qui expliquait qu'il a parlé à Sarkozy, qu'il a parlé à Macron. On a aussi appris que si Campos était arrivé, c'était pas un hasard. Aujourd'hui, il y a aussi le responsable de la com de l'équipe première, Julien Ménard, l'ancien journaliste de TF1, dont on savait tous, hein, c'était un secret de polichinelle, qu'il était très proche du clan Mbappé. Bref, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu Mbappé qui a pris le pouvoir au PSG. Et comme je le dis souvent, le dernier exemple en date d'un joueur qui avait le pouvoir dans un club, c'était Lionel Messi à Barcelone. Quand on voit comment ça s'est terminé, alors on n'est pas encore là-dedans, évidemment. Hein, je vais pas ne m'insulter pas tout de suite, les amis. Évidemment, je prends un exemple comme ça, mais c'est pour illustrer mon propos. Je vais commencer avec toi, Simbad. Alors évidemment, je vais d'abord donner ses stats. Hein. Il a joué 9 matchs depuis le début de saison, l'ami Kylian Mbappé, pour 10 buts, mais aucune passe décisive. Et quand j'ai vu la stat, c'est vrai que ça m'a surpris. Je pensais qu'il avait distillé quelques-unes. Pas de passe décisive. En tout cas, pas ses deux camarades, Neymar et Messi. On a vu des attitudes Simbad qu'on déteste voir. Des attitudes un peu individualistes, des bouderies de sa part. Il montre pas mal de signes, il envoie pas mal de messages. Le dernier en date, c'est juste après la rencontre entre la France et l'Autriche, où il dit qu'il est très heureux en équipe de France et que surtout qu'il est beaucoup plus libre, qu'on ne lui demande pas la même chose qu'au PSG. Bref, il nous fait comprendre depuis le début de saison qu'il n'est pas très content de ce qui se passe, et notamment dans le recrutement. Qu'est-ce que tu penses de ça quand on pense que Mbappé, il faut quand même lui rendre justice sur la saison dernière, il porte le PSG à bout de bras quasiment la deuxième partie de saison. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Simbad? Alors moi personnellement, j'ai une manière de juger les joueurs sur trois volets. C'est je regarde le comportement, les résultats et ensuite le contenu. Et quand je fais le récapitulatif de ces trois volets par rapport à Mbappé, il y en a un qui est très bon, c'est les résultats. Alors ses stats parlent pour lui, il est buteur, il a marqué pas mal de buts, il est décisif quand il le faut, donc ça pour le coup on ne peut pas lui enlever. Mais là où ça pêche un peu, c'est dans les deux autres volets, dans le comportement et dans le contenu. Et là, en fait, c'est ce qui me permet à moi de dire qu'il ne fait pas un bon début de saison. Pour moi, Mbappé ne fait pas un bon début de saison. Son mois d'août et septembre ne sont pas bons. Alors oui, il met les buts, mais quand tu regardes les deux autres, tu te dis que ça pêche un peu. Et finalement, quand tu parles d'Mbappé, finalement, le comportement, il est indéniable de dire que le comportement qu'a Mbappé, il n'est pas bon. Il n'est pas bon par rapport à tout, par rapport à sa communication verbale comme non verbale. Il n'est pas bon par rapport à sa relation. Il n'est pas bon par rapport à son comportement sur le terrain également. Je ne vais même pas parler de ce qui s'est passé avec Vitinha face à Montpellier, où il arrête complètement sa course, et une scène totalement lunaire. Et au-delà de ça, il y a des déclarations ici et là depuis le début de saison. Et même si on peut
extrapoler jusque l'année dernière, parce que même l'année dernière, je n'aimais pas son comportement personnellement, où il y a la fameuse BD qui sort, où pour extrapoler jusqu'au bout, il fait entre grosses guillemets de l'argent sur la critique du club ouvertement, où il y a le passage chez Roten et en plus de ça, où il te dit oui, j'ai voulu partir, on m'a retenu, etc., etc. Et cette année, tu vois, oui, je joue en tant que pivot. Alors, je veux bien qu'il nous explique c'est quoi un pivot pour lui. Il nous explique ceci, il nous explique cela. Et finalement, quand tu mets tout ça bout à bout, moi, ça me chiffonne. Ça me chiffonne parce que pivot, non, il ne joue pas en pivot. Et la déclaration de Galtier, quand il dit je veux le faire jouer dans un rôle plus axial, c'est plutôt dans un rôle de remise, un peu comme, par exemple, au hasard, un joueur comme Lautaro, que tu as cité tout à l'heure, Lautaro joue en remise pour créer les espaces et il attaque l'espace derrière. C'est ça un jeu en remise, c'est que ton milieu de terrain vient te trouver, tu viens trouver un coéquipier à toi et tu assures le défenseur, ce qui crée des espaces derrière. Et c'est là où Mbappé, on a vu qu'il était bon. Les dernières années, quand on le trouvait et qu'il partait dans la profondeur, c'est là où il était bon. Mais malheureusement, tu as l'impression qu'il n'est pas bien. Tu ne sais pas pourquoi. On le ramène à un mercato, entre guillemets, de star l'an dernier. Il n'est pas content. Tu le ramènes à un mercato plus humble cet été. Il n'est pas content. Tu fais partir beaucoup de joueurs. Il n'est pas content. Tu fais pas partir beaucoup de joueurs. Il n'est pas content. Il voulait jouer à gauche. Il n'est pas content. Maintenant, tu le mets dans l'axe. Il n'est pas content. Et en fait, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que il te dit oui, Giroud, j'aime pas trop jouer avec lui parce que voilà. Et 9 mois après, il te dit oui, je préfère jouer avec Giroud parce que moi, ça me permet de. Et en fait, tu remarques que du jour au lendemain, il y a des incohérences. Il y a des incohérences par rapport à ce qu'il demande. Par rapport à, par exemple, lundi, il aime le bleu, mardi, il aime le rouge et mercredi, il aime le jaune. Et en fait, tu ne sais pas sur quel pied danser. Là, oui, il faut faire en sorte de garder ton meilleur joueur et de le mettre dans les meilleures conditions, ce qui est normal. Tu regardes le Real, le Barça, et quand tu as un grand joueur, tu essaies de le mettre au mieux dans les meilleures conditions. Le souci, c'est que Paris a tout fait ou presque, parce qu'on peut faire encore plus, mais après, ça tombe complètement dans l'irrationnel. Mais de ce que Paris a fait pour Mbappé, il voulait le côté gauche. Et quand Campos te dit oui, on ne peut pas superposer deux joueurs, etc. Quand Loïc Tanzi te dit en début de semaine. Il parle de Neymar, pour préciser. Exact, oui, il parle de Neymar, on le sait bien. Quand Loïc Tanzi te confirme en début de semaine, ce sont ces mots, on a promis à Mbappé le départ de Neymar pour l'arrivée d'un neuf type Giroud. Donc, nous, le joueur qui était pisté, c'était Scamacca ou Lewandowski. Donc, ça veut dire qu'on essaie de faire pas mal de choses pour Mbappé. Il y a les fameuses promesses qui n'ont pas été tenues, mais tu ne peux pas. En fait, il y a aussi une réalité, c'est que, oui, il y a les mots, mais si Mbappé il est déçu des promesses, je suis désolé, il est naïf. C'est aussi une question de naïveté, c'est de se dire, oui, on te promet ça, on te promet ça. C'est comme si tu dis, en fait, très, très vulgairement, à un enfant, oui, tu auras ceci, tu auras cela, etc., pour qu'il te laisse tranquille, finalement. Promettre à Mbappé un départ de Neymar cet été, on le sait tous par rapport à son salaire, par rapport au prix qu'il avait, par rapport à la Coupe du Monde qui arrive, que oui, peut-être que ça était dans les tractations de se dire à un moment donné qu'un départ de Neymar aurait pu être envisageable si une offre conséquente était arrivée. Le problème, c'est qu'elle n'est pas arrivée. Donc, tu sais foncièrement, quand tu dis ça à Mbappé, qu'il y a de fortes chances que Neymar soit là à la fin de l'été. Donc, moi, Mbappé, je suis assez mitigé. Alors, certes, il met ses buts, etc., mais même dans le contenu, tu as l'impression que dans ce qu'il fait, il travestit beaucoup son jeu. C'est un joueur qui a beaucoup plus des qualités athlétiques avant d'avoir des qualités techniques. Mbappé, ce qui fait qu'il est clairement au-dessus de la moyenne, c'est parce que athlétiquement, il est au-dessus de tout le monde. Là où techniquement, alors oui, il est au-dessus, mais ce qui fait sa plus grosse force, c'est son qualité athlétique. Et là, malheureusement, sur ce début de saison, il s'appuie beaucoup trop sur sa qualité technique qui, faut être honnête, elle n'est pas au niveau de celle de Neymar et de Messi, ce qui n'est pas une honte en soi. Hein. Chacun a ses qualités. Mbappé alors, Simba, je t'arrête. Je ne peux pas te laisser dire ça. Parce que tu sais qu'il y a un grand journaliste sportif, très grand journaliste sportif qui s'appelle Gilles Verdez, qui officie chez Cyril Hanouna, c'est te dire le niveau, qui a dit que Mbappé avait 8 Neymar dans chaque pied. Voilà. Lui, journaliste sportif. Un peu de respect, s'il te plaît, Simba. Après Mousse, on est évidemment dimanche, c'était 13h, il avait sorti le rouge et le saucisson, on lui pardonnera. Mais vas-y, Simba. C'est incroyable ce qu'on peut entendre de la bouche de certains gens qui ont la carte de presse, qui sont payés grassement et qui ont la chance d'avoir un micro ouvert dans des gros médias et entendre ça. C'est juste incroyable. Si tu as fini, Simba, je vais donner la parole Pas de souci.
à celui qui peut-être n'est pas d'accord avec toi. Et puis on finira avec Yacine sur le cas Mbappé. Yacine, je pense, Simba, qui peut t'inviter à dîner juste pour tout ce que tu viens de dire, parce que je l'ai vu sourire tout au long de ton intervention, ce qui laisse à penser qu'il est tout à fait d'accord avec toi, mais il va quand même préciser sa pensée. Allez, vas-y, tonton, t'écoutes sur Mbappé. Bah, Mbappé, déjà, je suis pas des masses surpris. Je veux dire, comme beaucoup, je pense que j'ai commencé à le suivre à Monaco et il a toujours eu cette part d'arrogance. Mbappé, il va être Pelé, il va être Maradona, il va être Platini, il va être CR7, il va être Messi, il va être ce qui se fait de mieux. Et au final, c'est un joueur qui, il faut le savoir en fait, il est carriériste. Lui, ce qu'il fait, les choix qu'il fait, c'est ce qu'il estime être le mieux pour sa carrière. Pourquoi il n'est pas allé au Real? Il y a Vinicius à gauche, il y a Benzema dans l'axe. Les deux, ça marche. Mbappé va jouer à droite? Non. Tu vas mettre Benzema à droite? Non plus. Tu vas mettre Vinicius à droite ou sur le banc? Non plus. Alors qu'au PSG, s'il prolongeait, c'était déjà établi de comment il allait jouer, ce qu'il allait faire. Mais contrairement aux les promesses qu'on a faites à Mbappé, il a depuis 5 ans, il connaît le club. À un moment, il sait que certains trucs ne pourront pas être tenus. Donc, il sait à peu près dans quoi il s'engage au moment où il prolonge. Et moi, je pense juste que simplement, Mbappé, il n'a pas envie d'être juste le sprinter qui court, qui reçoit le caviar de Messi et Neymar qui font tout le beau football et le beau travail technique, et que lui sera un vulgaire finisseur d'occasion. Mbappé va être plus que ça. Il veut prouver qu'au milieu de Neymar et Messi, il existe techniquement. Et je pense que il se rend compte que Messi et Neymar qui se remettent à jouer dans l'axe dans leur meilleure disposition et qui sont en train de faire une samba, il faut dire ce qui est. Hein. Neymar, c'est un dauphin depuis le début de saison et Messi, ce n'est pas le même joueur que l'an dernier. Je pense que Mbappé, peut-être qu'il en a, tu vois, il n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. Je pense que dans sa tête, il aurait aimé être un peu plus le sauveur. Et ça se passe pas comme ça, et tant pis. Mais il a son ego. Et je pense que quand tu es un joueur comme Mbappé, tu as besoin d'avoir cet ego-là si tu veux être parmi les meilleurs. Il faut qu'il se tire lui-même vers le haut. Je veux dire, Mbappé, c'est un mec comme les Zlatan, les CR7, les Kanye West. C'est des mecs qui ont besoin de cet ego pour se tirer eux-mêmes vers le haut. Et à un moment, tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, je veux dire, pour être poli. Tu as les défauts des qualités de ton joueur. Donc à un moment, forcément, il y aura des phases de Mbappé qui seront détestables. Mais c'est un mec qui veut tirer vers le haut, qui veut réussir. Et moi, je suis content qu'on ait plutôt ce genre de joueur dans cette équipe. Mais je peux entendre, tu vois, et je forcerai personne à apprécier ce joueur. Et je peux entendre que, tu vois, il agace. Mais ouais, Mbappé a une phase de moins bien. Il en a déjà eu une autre qui était beaucoup plus grave, d'ailleurs, avant son triplé contre Barcelone, quand il était déjà au PSG. Mais en soi, je pense que, comme pour la défense à 3 et Marquinhos, c'est une histoire de repère, de temps. Je pense que si Mbappé se met dans sa tête, il accepte, il se dit, en fait, Neymar et Messi vont être le 10 de ce système. Et moi, en fait, j'ai juste à me mettre dans un fauteuil et terminer les actions et je peux terminer une saison à 70 buts. Faut qu'il accepte. Faut qu'il accepte qu'il y ait d'autres joueurs qui aient d'autres qualités qui sont différentes des siennes. Et Mbappé ne peut pas être le numéro 1 de partout. Et je pense que dès qu'il aura accepté qu'il ne peut pas être le meilleur partout, il n'y aura plus de problème. Mais je pense que ça aura peut-être besoin d'un certain temps et que tu ne pourras pas demander à Mbappé d'arriver et hop, d'être comme l'an dernier parce qu'on n'est pas comme l'an dernier. L'an dernier, on n'était pas bon. L'an dernier, on lançait Mbappé et ça passait. Là, tu vois, on construit du jeu, on a une technique, on a des automatismes. Et comme pour Marquinhos, je pense que tu auras besoin de les travailler. Et plus tu les travailleras, et plus ce sera bon. Et si Mbappé était réellement dans l'optique de je suis le joueur du club, je vais rester jusqu'au bout, pourquoi il n'a pas prolongé jusqu'en 2028 ou 2027 comme Neymar qui est là jusqu'en 2027? Il a prolongé jusqu'en 2025. Parce que le but, c'est que ce soit avantageux pour lui, pour sa carrière. Donc je pense que Mbappé, il est juste carriériste. Et dès que tu t'es mis ça dans la tête, tu n'as pas de problème avec lui, en fait. Mais justement, c'est ça le paradoxe. Et tu me répondras dessus, tonton, rapidement, pour qu'on puisse avancer et Cassine parler de Mbappé. Mais est-ce que ça justifie tout ce que tu viens de dire, qu'on donne tous les pouvoirs à un joueur? Surtout que vous savez très bien, dans ce monde, et surtout dans un vestiaire comme celui du Paris Saint-Germain, ça peut avoir des conséquences même sur la liaison, la cohésion d'équipe. Lorsque tout un vestiaire constate qu'un joueur qui a 23, 24 ans, à qui on accorde absolument tout, vous comprenez bien que tu as des mecs qui vont se dire, attends, nous on est qui? Enfin, le foot ça se joue à 11, on a l'impression qu'il n'y a que lui qui est consulté, on sait qu'il y a une friction entre lui et Neymar, que les relations petit à petit se sont dégradées. Le PSG, sa direction, en la personne de Nasser Al-Khelaifi, prend quand même un gros risque pour la cohésion du vestiaire. Est-ce que pour Mbappé, et c'est un joueur talentueux, formidable, incroyable, il y a aucun problème avec ça. Mais est-ce que c'était pas quand même un danger? Et après, Yacine, tu réagiras sur tout ça.
pour la cohésion du vestiaire, est-ce que c'est pas un danger de donner autant de pouvoir à un seul joueur? Oui, mais en même temps, mais Mousse, t'as répondu tout seul à ta question. Je veux dire, quand tu regardes Neymar, quand il arrive en 2017, on lui promet quoi? C'est lui le numéro un. C'est lui le Ouais, mec c'est lui qui doit gagner le ballon d'or en faisant soulever la Ligue des Champions au mais PSG dans le c'était projet. déjà une erreur hein, pour moi. Hein. Pas de Oui, mais, recruter Neymar, hein, ouais, non, mais mais tu de l'as faire fait. tout ce cirque autour de lui. Et la preuve, pareil, juste après ce Mais qui s'est passé, Mbappé, voilà ce qui s'est passé. comment tu voulais prolonger Mbappé? Si tu voulais prolonger Mbappé, fallait lui donner le numéro un. Donc, fallait blesser l'ego de Neymar. Par définition, tu n'avais pas le choix. Sinon, tu gardais Neymar, mais Mbappé, il partait. Donc, si tu voulais Mbappé, il fallait que tu cèdes à ses exigences, donc tu le laisses numéro un. Mais si tu mets le numéro un à Mbappé, ça veut dire que tu remets en cause ton propre projet que tu as fait il y a 5 ans avec Neymar, où tu as mis Neymar numéro un et tu dis à Neymar, bah écoute Neymar, t'es talentueux, mais le mec là qui était ton petit, là, que tu as pris sous ton épaule, là, sous ton aile, bah en fait, il va prendre ta place. Et c'est normal, je veux dire, excuse-moi Mousse, mais dans la vie de tout le monde, tu es au travail. Il y a un gars, il est arrivé après toi, c'est ton petit, entre guillemets, il est plus jeune que toi. Bon, on sait que ça va être un bon élément dans l'entreprise, mais tu l'as formé, tu l'as amené à devenir ce qu'il est. Et d'un coup, ton entreprise et ton patron, il vient te voir, il te dit, tu vois, lui, là, le jeune là, que tu as pris sous ton aile, bah, en fait, il va prendre ta place. C'est de l'ego, c'est humain, tu vas mal le prendre. Et en fait, c'est la direction qui a créé ça, en fait. Pour moi, c'est la Oui, mais sauf direction. que, alors juste je te réponds, et après vraiment je donne la parole à Yacine. Bien Sauf sûr. que Neymar était numéro un, et effectivement, quand il arrive de Barcelone, c'est un joueur extraordinaire. Hein. Il est dans le top 3 des joueurs. Sauf que bon, les 2 premières saisons, malheureusement, il se blesse, mais il a un niveau incroyable. Et ensuite, il veut partir. Et c'est là la cassure. Il veut partir, on ne le laisse pas partir. Et finalement, les saisons qui suivent, il y a une sorte de Jean-foutisme où il se dit, bon, bah, on m'a empêché de revenir à Barcelone là où j'étais heureux. Donc, je vais pas en glander une. Je vais en vacances quand je veux. Je reviens quand je veux. Je vais aux entraînements quand je veux. C'est normal qu'à un moment, là-dessus, je suis d'accord. C'est normal qu'à un moment, sa place, elle est mise en doute et qu'un joueur comme Mbappé, qui lui, au contraire, n'a jamais cessé de travailler, de porter l'équipe, etc. Mais dans les deux cas, ce que je veux expliquer, c'est que c'est jamais bon de donner le pouvoir à un seul joueur parce que avec Neymar, ça n'a pas marché. On verra ce que ça va donner avec Mbappé, mais Yacine le dit souvent. Croyez-moi, si ça se passe pas très bien en Ligue des Champions, parce qu'on sait qu'en Ligue 1, ça va être plié, je pense que le vestiaire, il risque d'imploser. Donc, je vais donner la parole d'abord à Yacine sur le sujet, puisqu'on parle depuis un moment. Yass, on t'écoute sur Mbappé. En fait, je vais rejoindre les deux parce que tout ce qui a été dit, en fait, pour moi, ça se rejoint. Ça paraît comme ça, peut-être pas du même avis, mais en vérité, c'est le même avis. Sauf que chacun a une sensibilité par rapport au contexte. C'est tout. Par exemple, quand Tonton dit ouais, il veut pas être considéré comme le joueur qui court vite. En fait, ça rejoint ce que dit Sinbad. Sinbad, il dit ses qualités premières, c'est le côté athlétique. Mais C'est évidemment ça. que son ego, Mais même c'est lui, de il le dire sait. voilà, son ego, c'est de dire non, 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 moi, je suis pas qu'un mec qui sait courir. Donc, je vais vous montrer que. Voilà. Et rappelez-vous que la première année avec Neymar, c'est déjà ce qui nous avait saoulés. C'est-à-dire qu'il commençait à faire des semelles, des trucs. Il faisait des talonnades à deux, là. Il s'amusait les deux. On lui En disait fait, quoi à l'époque déjà? On lui disait qu'il se némarisait à bien l'époque. oui, mais bien sûr. Et parce que pourquoi? Parce qu'il voulait dire bah regardez, ouais, là, ça fait 6 mois que je brille, ma vitesse et tout, je marque des buts, mais je vais vous montrer que moi aussi, je suis un joueur technique et je ne suis pas que ça. Donc, évidemment qu'il y a ça. La deuxième chose, c'est dans son comportement. Et encore une fois, ça rejoint ce qu'ont dit les autres. Mais qui peut croire à des promesses dans le foot? Si c'est pas écrit noir sur blanc, mais qui croit encore des promesses dans le foot? Et puis, tu Donc, connais Nasser au niveau des promesses en plus. mais bien sûr, déjà. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il a fait le naïf, soit l'impact de l'appel du président, etc., a été trop important. Et qu'il s'est fait embourber avec ça et qu'il s'est dit, il faut que je reste. Tu as vu, bah, comme on a dit hier aussi vite fait dans l'émission, je suis important pour la France. Voilà, donc on lui a donné un statut. En gros, bah, tu peux pas refuser. Voilà. Est-ce qu'il avait vraiment envie? Est-ce que il veut être le numéro un? Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je continue de penser que les deux autres, ils lui ont juste. Et franchement, je trouve que leur attitude, elle est quand même bonne. Parce que je pense que Messi et Neymar lui ont envoyé un message sur le premier match. Mais derrière, ils ont quand même plutôt un bon comportement parce qu'ils le servent beaucoup. Ouais. Tu vois, juste à Lyon,
l'action où Neymar laisse passer le ballon entre les jambes pour laisser frapper Mbappé, si réellement Neymar, c'était une petite catin, il prend le ballon et il va voyons, frapper. Yacine, voilà. Non, mais je cherchais le terme et j'arrivais pas à trouver un terme qui passe bien. Disons un joueur ingrat. Un joueur ingrat, Ouais. c'est plus joli. Non, mais même la louche de Neymar pour Mbappé contre la Juve. S'il Ouais. le détestait, tu crois qu'il lui fait un Non, caviar mais comme voilà, ça? exactement. Donc, malgré tout, les deux autres lui ont envoyé un message en lui disant, écoute, le statut de numéro 1, si tu ne vas pas le chercher là-haut au 8e étage, c'est ici que ça se passe. Mais en même temps, eux, ils jouent. Et c'est là où je rejoins aussi tonton, c'est que, mais en fait, si tu gagnes la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, bon, le championnat, etc., que tu marques, allez, 80 buts dans la saison, et que les mecs te disent, mais ouais, mais c'est parce qu'il court vite. Mais non, mais à quel moment ça peut. Non, mais moi, j'arrive pas à comprendre ce délire. Je te jure. Ouais, mais c'est de Pour moi, l'ego. c'est un truc de fou. Mais Yacine, Comment t'imagines, tu tu peux joues à être côté de touché. Messi et de Neymar? Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire? Comment tu peux être touché par ça? Tu vois, tu as marqué 80 buts, tu as tout gagné, tu donnes la première Ligue des Champions à Paris, et tu vas être vexé parce qu'on est en train de dire que tu n'es pas si technique et que tu marques des buts parce que tu vas. Non, mais à un moment donné, il faut quand même ça redescendre un peu sur terre, les gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Donc, voilà, je pense qu'il faut. Moi, je pense sincèrement que pour moi, l'issue, elle est simple, hein. Les deux autres ont montré qu'ils se comportaient bien. Avec lui, dans le jeu, je parle. Même si évidemment, voilà, une fois, Neymar a choisi Messi plutôt qu'Mbappé. Ça a dû arriver une ou deux fois que Messi choisisse Neymar plutôt qu'Mbappé, mais globalement, il respecte le jeu. Je pense qu'il faut, voilà, mettre les choses au clair. En gros, écoute, peut-être que c'est la dernière année. Et tu vois, c'est là aussi où ça rejoint ce que tu disais au début. Est-ce qu'on doit tout faire pour garder un joueur? Moi, tu connais mon avis là-dessus. Non, on ne doit pas tout faire. Et peut-être se mettre autour d'une table et dire, bon, écoute, voilà, on n'a pas pu faire partir, machin, ce que tu veux. Tout. De toute façon, maintenant, on est là, on est parti jusqu'au 30 juin. Donc, faites votre taf. Et évidemment, et OK, c'est quoi, tu veux partir? On commence à ouvrir les portes des négociations avec les clubs qui sont intéressés. Le prix va être fixé rapidement. Voilà. Fais juste ton année. Allez au bout du truc pour le club. Voilà. Vos guerres d'ego, l'année prochaine, vous n'êtes plus ensemble. Mais même, excuse-moi, mais il n'est pas très futé, il réfléchit pas très bien parce que Messi, il est en fin de contrat En plus. en juin. Qui te dit que Messi, dans sa volonté, veut forcément prolonger au PSG? Mais bien sûr. Ça se trouve, Messi, tu peux le remplacer par une Nkunku qui va encore mieux mettre Mbappé dans le jeu. Apparemment, il aurait Il y a, refusé il y a- la il y a- première il y a aussi proposition. il y a aussi le fait que, il y a aussi le fait que je pense que Nasser aussi, avec toutes les histoires de Super League et les problèmes qu'il a eu avec Florentino Pérez, avec qui avant il s'entendait plutôt bien. Je pense il y avait aussi la volonté de lui faire aucun cadeau et que s'il fallait surpayer et donner beaucoup d'avantages, de primes, de tout ce que demandait Mbappé, il le ferait parce qu'on sait que voilà le PSG financièrement parlant, même s'il y a le fair play financier, on sait que voilà, c'est un peu un budget illimité et qu'ils ont tout fait aussi pour pouvoir non seulement embêter d'un côté le Real Madrid et Florentino Pérez, et aussi pouvoir garder Mbappé. C'est une sorte de vitrine pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en novembre au Qatar. Et ça aussi, c'était très très important pour le Paris Saint-Germain et pour Nasser Al-Khelaifi et surtout pour l'émir. Voilà, in fine, c'est quand même lui qui prend c'est lui qui valide toutes les décisions. Donc voilà, c'était un coup à trois bandes pour Nasser Al-Khelaifi. Il a réussi son coup. Maintenant, encore une fois, si jamais ça se passe mal et on attend avec impatience déjà de voir si le Paris va se qualifier, normalement ça devrait être bon. Et on va attendre le tirage au sort pour voir quel adversaire et voir si c'est un mini séisme si on sort en huitième de finale. On va conclure le podcast parce qu'on a beaucoup parlé, nous sommes très bavards, mais c'est pas grave. Il y a une trêve, il y a beaucoup de sujets. Et puis, je vous le dis, les amis, hein, le podcast, vous pouvez le regarder en plusieurs fois, une petite demi-heure demain, une ce soir, une après-demain. C'est pas un problème. On va finir pas sur Neymar et Messi chacun leur tour. On va parler des deux directement parce que depuis le début de saison, bon, voilà, on voit que ça marche, ça fonctionne très très bien. On va d'abord parler aussi tout d'abord un peu de Messi, qui n'avait pas fait une très bonne saison l'année dernière. On l'avait expliqué pour plusieurs raisons. Évidemment, il arrive assez tard, pas de préparation. Il y a l'adaptation. C'est un joueur qui est formé à Barcelone, qui a vécu 20 ans presque à Barcelone. Barcelone-Paris, c'est pas tout à fait la même chose, vous en conviendrez, surtout au niveau de la météo.
et selon lui de la circulation, qu'il n'a pas beaucoup apprécié. Moi, j'habite plus à Paris, donc je suis tranquille avec ça. D'ailleurs, revenez en Loire-Atlantique, hein, ça roule beaucoup mieux. Un petit mot d'abord sur la renaissance entre guillemets en ce début de saison pour Lionel Messi, Simbad. Bah déjà, on peut qu'applaudir le changement d'état d'esprit de Messi notamment. Alors, moi, je faisais partie de ceux qui n'y croyaient pas forcément cette année. Je pensais que pour lui, je ne vais pas dire que le train était passé, mais surtout de dire que bon, la première année, la greffe n'a pas prise et je ne pensais pas qu'il allait atteindre ce niveau-là. Alors bon, on ne parle pas de Messi 2015, mais on parle d'un Messi qui est quand même performant avec le PSG en ce début de saison. Moi, personnellement, je n'y croyais pas. Et pour le coup, bah, mea culpa, parce que pour l'instant, il prouve que dans ce qu'il fait, alors c'est nettement améliorable, mais dans ce qu'il fait, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'il faisait l'année dernière déjà. Ensuite, par rapport à Messi, il y a aussi une variable qui est très intéressante, c'est là, c'est le même argument pour Neymar, finalement, c'est où est-ce qu'il joue sur le terrain. L'année dernière, sous Pochettino, on s'est surpris en Ligue des Champions, notamment face à City, où Messi jouait ailier droit, et ailier droit où il mordait la ligne, où il était collé à la ligne, et on se rappelle tous de ces scènes où on voyait un Messi qui était totalement comme s'il était à ses grandes heures du Barça, et jouait complètement sur le côté de la ligne. Et en fait, quand finalement tu le réaxes, et bah, tu vois que tout de suite, et bah, ses passes, elles sont là, ses frappes, elles sont là. Alors oui, l'année dernière, il avait un véritable manque aussi technique où tu sens que même des passes, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par le contexte, mais quand tu fais une passe, la balle, elle part de ton pied. Elle part pas de ce que tu penses dans ta tête. C'est-à-dire que quand tu fais une passe, c'est ton pied qui met la passe. Et l'année dernière, son pied, il n'était pas forcément bon. On voyait beaucoup de déchets, on voyait beaucoup de choses. On avait même créé des nouvelles stats pour pouvoir essayer d'enjoliver un peu la saison de Lionel Messi. Là, pour le coup, Messi, on a un Messi qui, dans le jeu, qui même balle au pied, je le trouve beaucoup plus intéressant, qui arrive à respecter le football, comme l'a dit Yacine, beaucoup plus que l'an dernier. Je trouve des passes de Messi qui sont folles. On a vu depuis le début de saison où il trouvait des passes dans les petits espaces qui étaient complètement dingues, même des conservations de balles, des mouvements, et surtout là où moi j'applaudis le plus, c'est dans l'aspect sans ballon. Là, il y a eu un véritable changement dans sa tête. Alors, on ne parle pas d'un joueur qui va presser comme Cavani, qui va faire les efforts sur 90 minutes, mais réussir à concerner un Lionel Messi dans les efforts, et on l'a vu plusieurs fois cette saison, revenir faire les efforts, aller presser, aller récupérer les ballons, aller gêner à la relance du gardien, aller gagner des touches sur une passe ratée de l'adversaire, ça on l'a vu, et on ne le voyait pas l'an dernier. Et une stat qui est assez éloquente, c'est les amis de Paris Stade Germain qui l'ont fait, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que Messi, 35 ans, fait plus d'actions de pressing par match que Kylian Mbappé. Ça montre que, certes, avec l'âge qu'il a, etc., c'est un joueur qui est plus concerné que l'an dernier. Et par rapport au changement d'esprit que je soulignais en amont, c'est ça que je veux vraiment mettre en avant, au-delà de ses qualités de footballeur qui sont plus approuvées, c'est qu'on a un joueur qui, je ne vais pas dire qu'il joue pour le maillot ou pour l'amour du PSG, ce serait être hypocrite, mais tu sens qu'il est impliqué dans le projet, tu sens qu'il est impliqué dans cette je veux dire, nouvelle ère, et tu sens qu'il aura une véritable pièce à jouer cette saison, en tout cas pour le sacre final. Donc moi, Messi, j'ai envie de valoriser son travail avant de parler des mauvais aspects qui existent forcément, parce qu'il y en a aussi des trucs qui sont critiquables. Mais par rapport à l'année dernière, je veux surtout valoriser les choses qu'il a bien faites, les choses qu'il a très bien faites et les choses nouvelles. Donc pour moi, assez agréablement surpris de Messi, et j'ai hâte de voir la suite. Merci Simba. Allez, tonton, un petit mot sur Messi. On va essayer de faire un peu plus vite pour qu'on puisse après finir sur Neymar et vous quitter parce qu'il y a un moment, il va falloir qu'on se quitte, les amis. Hein. Allez, vas-y, tonton. Bah, pour faire rapidement sur Léo Messi, comme je disais, il y a tout un ensemble de contextes et Simba a raison. À un moment, le contexte, c'est pas lui qui fait la passe avec le pied, mais déjà, l'an dernier, je crois, il a battu un record de barres transversales et de poteaux. Je me suis même demandé si les cages de Ligue 1 ne faisaient pas la même taille que celles de Liga, tu vois, si elles n'étaient pas plus courtes, tu vois. Parce que le mec, vraiment, il avait une poisse. Là où il mettait des lucarnes, il touchait le poteau ou la barre transversale l'an dernier à chaque fois. Il jouait sur l'aile droite, comme l'a dit Simbad. Pochettino, franchement, il nous a montré qu'il était un très bon humoriste en plus d'être un coach. Non, franchement, là, cette année, comme je m'amusais déjà à le dire, j'avais fait une vidéo en janvier où j'expliquais pourquoi le PSG devait jouer en 3-4-2-1 et pas en 4-3-3. Merci Christophe d'avoir écouté toutes mes prières. Tout simplement, Messi joue dans l'axe et du fait que il a une baisse de son physique.
ben en fait, il va recevoir plus facilement le ballon. Il est dans le cœur du jeu, il est proche de Verratti, il est proche de Neymar, il peut écarter le jeu facilement sur Nuno Mendes, il est proche de Mbappé s'il doit lui faire une passe décisive aussi. Non, en fait, tout simplement, Messi est plus concerné par le jeu, il a moins d'efforts à faire pour plus facilement jouer avec le ballon. Comme Simba, je ne cache pas que moi, de mon côté, je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne. Et franchement, chapeau à lui, parce que il revient de loin quand tu vois la saison dernière. Mais est-ce que tous les contextes qu'il a vécu l'an dernier ne pouvaient pas un peu, je dirais pas non plus tout pardonner, mais justifier quand même une partie de ses prestations, dans le sens où on sait que Messi a été moqué comme un presque autiste. C'est un mec qui a passé toute sa vie à Barcelone, on ne s'attendait pas à le voir quitter le club. Le voir passer de Barcelone à Paris, aussi bien en termes de football que de vie privée, ça doit quand même faire un sacré choc, je ne cache pas. Voilà, pas de prépa l'an dernier. Là, cette année, la Coupe du Monde est en novembre au lieu d'être en juillet, ce qui fait que il a des vraies vacances et il a une vraie prépa, contrairement à l'an dernier où il arrive au PSG. Je pense que cet ensemble de choses peut expliquer, non pas non plus tout pardonner, mais expliquer une partie du fait que Messi n'était pas aussi performant l'an prochain. L'approche de la Coupe du Monde aussi, tout comme Neymar, j'y viendrai, est un facteur parce que on sait que c'est la dernière Coupe du Monde de Messi et que s'il veut être à son prime à la Coupe du Monde, ce n'est pas en étant prêt à 15 jours de la Coupe du Monde que ça arrivera, mais ça arrivera en étant concerné tout le début de saison. Et je pense que Messi comme Neymar l'ont compris et sont très professionnels en tout cas depuis ce début de saison. Vas-y Yacine. Ouais, c'est vrai que la Coupe du Monde, c'est un vrai leitmotiv, que ce soit pour Mbappé, que ce soit pour Et même que Neymar tu ne la joues pas en et juillet, Messi. imagine s'il avait joué en juillet la Coupe du Monde, Messi, est-ce qu'il serait en forme comme ça en septembre, octobre? J'en suis pas si sûr. Ouais. Il y a peu de chance. Surtout après la saison qu'il venait de faire, il venait d'arriver, effectivement, ça aurait été compliqué. Yacine, est-ce qu'on parlerait pas directement de Neymar, le meilleur joueur depuis ce début de saison, parce que les habitués du podcast par United, on va souvent parler de Messi. On va finir sur Neymar, Yacine, même si tu veux dire un tout petit mot de Messi, tu pourras évidemment. Mais c'est vrai que Neymar, c'est le facteur X. Alors je sais qu'on n'aime pas les gens nous reprennent quand on parle de facteur X, c'est plus le basket, je crois, le sport américain, etc. Mais vous avez bien compris ce que je voulais vous dire. C'est que tu l'as dit tout à l'heure, Yacine, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans son comportement, que ce soit même dans sa relation avec Neymar, où contrairement à Mbappé, lui ne montre rien, il continue à le servir, pas de problème. Il y a même une forme d'intelligence, j'ai envie de te dire, Yacine, chez Neymar, qui a compris finalement qu'il fallait peut-être faire profil bas, jouer au ballon, et que les gens le respecteraient de par son jeu et pas pour voilà toutes ces folies extrasportives, etc. Ouais, je pense qu'en fait, on a juste le Neymar qu'on attendait depuis 2018 et la deuxième blessure, en fait. Enfin, 2019 et la deuxième blessure. Ouais. Parce qu'en fait, quand il arrive, il est exceptionnel dans sa capacité à éliminer, etc., mais dans son intelligence de jeu, dans la qualité de passe. Le match à Guingamp, vraiment, son premier match à Guingamp, je le revois de temps en temps, des séquences sur YouTube. Vraiment, c'est exceptionnel. Les prises de balles, les décalages qu'il fait, c'est vraiment monstrueux. Et du coup, en fait, c'est juste le Neymar qu'on attendait. Et la vraie interrogation, elle est, est-ce qu'après la Coupe du Monde, on aura toujours ce Neymar ou pas? Et quand je dis ce Neymar, je peux l'intégrer à plein de gens, hein, parce que la Coupe du Monde, elle va avoir un impact énorme mentalement sur les joueurs. Un Mbappé qui, je pense, rêve de la soulever une deuxième fois. Voilà, s'il sort en poule, si la France sort en poule par une catastrophe, comment il va le vivre? Tu vois, je veux dire, il y a plusieurs joueurs du PSG qui, voilà, et Messi il peut entrer aussi dans cette catégorie parce que c'est sa dernière Coupe du Monde. Il n'a jamais été champion du monde. C'est le titre qui lui manque. Donc là aussi, comment vivre ça? Et j'ai envie de dire que préparez-vous parce que comme c'est un peu notre histoire, un bon France-Brésil ou France-Argentine en quart ou en demi, comme ça, bien tendu entre ceux qui sont déjà en tension au club et vont se terminer au mois de novembre. Bon, c'est notre histoire, hein, de toute façon, on est prêts. Mais voilà, non, mais voilà, après Neymar, il a le bon comportement, il a retrouvé des jambes. Ça, c'est important aussi parce que malgré tout, même si on l'a critiqué à raison, euh, on le sait aussi que Neymar, c'est un joueur qui a besoin de jambes. Alors en plus, déjà dans sa tête, il n'était pas très bien, mais à cause des blessures qui s'éternisaient, il lui fallait 4, 5, 6 matchs. Rappelez-vous quand même si encore une fois, c'est la Ligue 1, il n'y a pas de problème, sa fin de saison, elle est très très bonne. Dans le jeu, elle est très bonne en chiffres, Oui. elle est très bonne dans le jeu déjà. Mais normal, puisque après sa blessure, alors, il y a l'élimination en Ligue des Champions, mais malgré tout, lui, il enchaîne les matchs. Et au bout de, comme d'habitude, 4, 5, 6 matchs, ouais, il redevient le Neymar qui fait des différences, le Neymar qui a des jambes. Donc,
Lui, il a besoin d'enchaîner. Là, il enchaîne. Il enchaîne et il a le bon état d'esprit. Attention quand même aussi, pour Neymar, ça va être très important, la gestion de Galtier. Parce que quand il le sort, évidemment qu'il le sort qu'à 5 minutes de la fin contre Lyon. Mais malgré tout, c'est la troisième fois. En tout cas, c'est la deuxième fois qu'il le sort. Et c'est la troisième fois parce qu'il a démarré sur le banc et c'est le seul. Attention à cette gestion. Parce que si le mec, dans ton discours, tu le félicites en conférence de presse, tu dis que tu es content de son comportement, etc. Que dans les échanges, tu ne montres pas que tu as voulu le faire partir, même si on le sait que voilà. Mais en tout cas, dans les échanges, tu ne montres pas. Mais qu'à chaque fois qu'il y a un choix à faire, c'est lui. Attention quand même. Attention quand même. Voilà. Je pense qu'à un moment. Tu vois, par exemple, c'est le match d'avant où Galtier sort et Mbappé et Neymar en même temps. Et je pense que quand il le fait, quelque part, Galtier, il se dit, je suis obligé de le faire. Parce que si j'en sors un des deux là maintenant, ça va être la merde. Donc je sors les deux, en gros, regardez, voilà. Vous venez tous les deux, bon, faites la gueule, mais en même temps, vous êtes vous deux. Il n'y a pas, ouais, mais pourquoi lui, pourquoi moi Attention quand même à cette gestion-là, parce que malheureusement, Neymar, on sait très bien, tu peux aussi le perdre très vite. Voilà. Et malgré tout, je redis ce que j'ai dit, il est là pour la saison, que vous ayez eu envie de le faire partir, peut-être. En tout cas, maintenant, il est là. Donc, au moins, servez-vous-en. Voilà, c'est pas la peine de se mettre Neymar à dos non plus, juste pour faire plaisir à je sais pas qui. Moi, j'ai une théorie sur Neymar. Je pense vraiment qu'il va faire une Coupe du Monde incroyable et qu'il va faire une saison avec le PSG extraordinaire. Et qu'après ça, si jamais Messi, on n'arrive pas à le prolonger, je pense que Neymar aura des offres l'été prochain parce qu'on retrouve le Neymar qu'on a tous aimé, celui de Barcelone et celui du début de saison. Moi, je pense qu'il peut y avoir des surprises. C'est pas du tout une info, hein. Moi, c'est un Bien sûr. ressenti. Messieurs, vous allez pouvoir dire un mot sur Neymar. Vraiment, on est pressé par le temps parce qu'on est quasiment à 2 heures. Donc, je suis désolé, hein. Essayez de faire le plus court possible, les amis. Je suis vraiment désolé. Mais vas-y, Simbad, un petit mot quand même sur Neymar et sur son début de saison. Et d'ailleurs, comme l'a dit Yacine, même sur sa fin de saison qui était plutôt pas mal. Non, globalement, sur l'année 2022, on voit que, pour prendre au global, en fin de saison dernière et début de saison maintenant, l'année 2022, elle est très bonne par rapport aux dates des stats parce qu'elles sont assez exceptionnelles. Il me semble qu'il est sur 27 matchs, 25 buts et quasiment 17 passes D. C'est le quatrième joueur le plus décisif d'Europe. Donc bravo déjà par rapport à ça. Mais dans le contenu, moi, il y a une version de Neymar que tu n'as pas cité, Yacine. J'ai surtout l'impression de retrouver le Neymar de Final 8, tu sais, qui très leader, on a vu les images, notamment face au Maccabi dans une période où c'était compliqué, qui venait parler à ses joueurs, qui arrivait à créer en fait une émulation en fait. C'est ça, il arrive à créer une émulation autour de lui et à dire comment Final 8, écoutez les gars, on y va tous et c'est parti. Maintenant, la question sera de combien de temps ça va durer. C'est ça en fait la grosse question avec lui, c'est est-ce que ça va durer sur toute la saison ou pas. Ça pour l'instant on n'en sait rien, mais sur le début de saison tu l'as dit, c'est le meilleur au PSG et pour le coup on ne peut qu'applaudir son comportement et ses prestations. Espérons que ça dure pour le Paris Saint-Germain parce qu'un très grand Neymar c'est de plus grandes chances pour le Paris Saint-Germain. Donc très très content et puis voilà, grande des Neymar, grande des PSG et tout le monde est heureux. Très bien, Simbad. Allez, tonton, un dernier mot sur Neymar. Sur Neymar, en soi, tu vois, de la même manière que Messi, j'ai été dur avec lui l'an dernier parce que quand j'aime un joueur, je suis exigeant. Et Neymar, quand tu sais de quoi il est capable, j'étais un peu déçu parce que l'an dernier, j'avais un peu l'impression, tu sais, qu'il se réveille après qu'on soit éliminé contre le Real et du coup, il nous met un triplé contre Lorient, un doublé contre l'équipe qui va finir reléguée. Et ça n'a pas d'impact à ce moment-là parce qu'on est plus déçu de l'élimination de Ligue des Champions. Mais là, on est dans un nouveau projet. On a des doutes sur le fait que Neymar puisse continuer à être sérieux parce que il y a un passif, c'est comme ça. Mais non, Neymar, il se dit écoute, ça c'est fini. Et il ouvre sa bouche. Il ouvre sa bouche parce qu'il te dit cette année, ça va rentrer. Cette année, il n'y aura pas de poteau, les coups francs, les pénaltys, les tirs, ça va rentrer. Mais il parle, mais il assume. Et c'est ça. C'est comme au poker, il annonce. Ouais, mais je veux dire, Neymar, tu sais, il a ce côté qu'on adore détester parce que tu sais, il aime bien être détesté, Neymar. Il aime bien être arrogant avec son petit sourire. Il t'humilie avec un dribble. Tu sais, il fait une feinte de corps et il te fait glisser par terre et il va te regarder en rigolant. Neymar, il a un peu ce côté. Mais là, c'est le Neymar qu'on a envie de voir. Tu vois, c'est le Neymar qui joue en une touche de balle. C'est le Neymar.
c'est un dauphin, comme j'aime bien le dire en rigolant, tu vois, vraiment, c'est la bonne version de lui. Mais à l'inverse de toi, Mousse, si Neymar retrouve le niveau dont tu parles, c'est sûr qu'il partira pas. Parce que quand tu vois déjà le prix qu'on a annoncé pour lui cet été, alors qu'il est indésirable, un Neymar en fin de contrat en 2027 qui retrouve son prime, on est en 2023 l'été prochain, 4 ans de contrat. Le prix sera inaccessible en fait, parce que si Neymar retrouve vraiment sa meilleure version, est-ce que le club le laissera partir? Parce que le club a montré qu'il retenait les meilleurs joueurs. Donc est-ce que Neymar, il arrivera réellement à le faire partir si Neymar retrouve son meilleur niveau? Vu le contrat qu'il a signé, je vois bien Neymar rester jusqu'au bout. Non, mais en fait, c'est pas du tout une question d'argent. C'est pas du tout une question d'argent parce que le PSG, il va pas en demander 200 millions. C'est pas une question de ça. C'est une question de, il faut aussi rappeler que il est en mauvais terme avec les supporters. Ça se passe pas très bien. Il va pas saluer. Il a une sorte de rancœur qui garde en lui depuis 2019. Les banderoles qui avaient fait le cul, les sifflets la saison dernière. Il faut tout prendre en compte. Il n'y a pas juste le fait qu'il brille, il va vouloir rester. Et si il brille et il fait une Coupe du Monde incroyable, il fait une saison incroyable avec le PSG, crois-moi qu'avec des clubs qui vont revenir, il n'est pas si vieux que ça. Il peut obtenir encore 4 ans de contrat dans un autre club. On verra. Moi encore une fois, c'est pas une information. Hein. Ça se trouve, il restera. T'as raison. Par contre, dire que quand tu parles des clubs concernés, parce que c'est vrai que moi, tu vois, je me fais la gymnastique dans ma tête et je me dis quel club pourrait le prendre. Ah ça, je sais pas. C'est pas une info encore une fois. C'est pas. Voilà, tu vois, moi je pense à tout ça. Tu vois, je pense aussi au côté footballistique. Dans quelle équipe tu pourrais le mettre plus épanoui? Parce que je pense à Manchester City et Liverpool, mais c'est pas le genre de transfert qui leur ressemblerait, tu vois. Donc c'est pour ça. Écoute, encore une fois, moi je parle de. Non, je comprends ce que tu veux dire. Et encore une fois, moi je parle juste de la saison qu'il va faire, les rancœurs qu'il a envers une certaine partie de la direction, les supporters. Ben, je suppute évidemment, ça se trouve, tu as raison, il restera. Et tant mieux, hein, si il est dans ce niveau de forme les 4 prochaines saisons, évidemment, reste mon ami, hein, il n'y a aucun problème. Bon, je pense qu'on va terminer ici, mes amis de Paris Central. Je voulais vous remercier tous les deux, Simbad et Tonton Central. Alors, si vous voulez les suivre sur Twitter, le compte c'est Simbad, hein, tout simplement, je crois, c'est ça Simbad. Donc exactement. Vous allez le suivre. Sur Twitter, toi c'est Tonton Central, c'est facile à deviner. Et surtout, allez vous abonner à la chaîne YouTube Paris Central. J'ai été jeter un œil, il n'y a que 5000 abonnés, c'est pas normal. Donc les amis, allez leur donner de la force. C'est des gars cool, ça parle ballon, pas de polémique. Voilà, c'est comme des petits frères, donc allez-y. Allez les suivre. Merci encore à vous deux et évidemment un grand merci à Yacine Amned. Vous nous direz ce que vous pensez parce que comme on a utilisé un nouveau logiciel pour faire les podcasts, alors je sais que celui d'hier a des petits problèmes de son. Vous nous direz si c'est mieux aujourd'hui. On essaye d'améliorer certaines choses petit à petit. Voilà, il faut être indulgent. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin de journée. On va sans doute peut-être préparer un podcast cette semaine pour l'avant Benfica et le match qui aura lieu ce week-end. D'ailleurs, Yacine, tu seras en tribune presse samedi prochain pour parler du match. Donc voilà, on va sans doute se retrouver cette semaine. Merci à tous, bonne soirée, vive le PSG et à bientôt. À la prochaine, ciao. Merci à tous.